Dans nos classes, on bâtit l'avenir pour que chaque citoyen puisse s'épanouir. C'est l'œil des enseignants, notre mission. Éveiller les esprits, changer la nation. L'œil des enseignants, le savoir en action. Enseignants, enseignants, enseignants. Et jusqu'à sa mort, elle a toujours proclamé son moutisme. Tout à fait, tout à fait. Même si elle avait un cœur qui battait du côté de l'IDPS. Bon, on comprend, je ne veux pas entrer dans cette polémique. Mais pas son âme, Maman Catherine Zouzou Wambombo. Alors, dont la chanson d'ailleurs de Nico Kassanda. Ah oui. Ah, Catherine Zouzi. Les grands guitaristes. Voilà. C'était une chanson qui était dédiée d'ailleurs. Belle femme des années 60. Je disais par rapport au cours de droit que nous suivons, j'ai eu à émettre déjà, j'ai écrit une proposition de loi. Mais vous êtes encore étudiant, apprenant, monsieur. Quand vous avez fait une proposition de loi, même si le peuple aussi peut penser à une proposition de loi, mais si, c'est expérimental votre affaire. Si, c'est suivant l'article 218. Mais je n'amènerai pas ma proposition dans ce Parlement. Qui va porter ça? Non, je réunirai 100 000 signatures. Moi-même, j'irai défendre cette proposition. En pétition? Oui, non, pas en pétition. C'est pas une pétition. Ça porte sur quoi votre proposition? C'est une proposition de loi portant régime d'incompatibilité. Mais ça existe déjà. Non, régime d'incompatibilité d'enseignants d'université, d'enseignement supérieur et universitaire, et l'exercice des fonctions politiques actives. Ça, je serais d'accord, moi. Oui, parce qu'il faut que tous les professeurs qui nous mentent là avec leur justice tirée je ne sais pas d'où, doivent respecter... Moi, je suis éberlué, pour ne pas dire plus que découragé, de voir de professeurs d'université. Et je sais que nous qui enseignons, nous servons de modèles aux étudiants. Comment voulez-vous développer une thèse le matin, et le soir, image à l'appui, et de l'après-midi, le soir, vous développez la thèse contraire sans coup férir. C'est la raison de ma proposition de loi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire des professeurs pour qu'il n'y ait pas l'appétit glouton d'aller faire l'exercice politique? Il faudrait améliorer leurs conditions salariales. C'est-à-dire les professeurs émérites, les professeurs ordinaires, et toute la suite, la fourchette doit être entre 15 et 10 000. Puisqu'ailleurs, un professeur n'a pas envié un politique. Mais ici, vous avez des professeurs qui vous disent une chose le matin, tout en jurant que c'est un crime contre l'État et la nation, un crime imprescriptible, et c'est celui-là même qui vient nous raconter les balivernes et il s'autoproclame professeur de droit constitutionnel, comme si ce sont les juristes qui rédigent la Constitution. Alors, je voulais vous demander juste deux petits biscuits importants, hyper importants, qui entrent dans le cadre social. C'est par rapport au gel d'abord bancaire de la Fondation Mapon. Ah, Mapon, oui. Oui. Ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une grosse... On a gêné quoi? On a gelé les comptes bancaires. Il faut faire la différence... On reproche quelque chose à la Fondation Mapon? En droit, il y a une différence. Ah, c'est par rapport à Matata Mpogno? Par rapport à Matata Mpogno. Matata Mpogno, individu... Mais il n'a rien à voir avec... Il n'a rien à voir avec la Fondation. La Fondation, c'est une personne... Morale. Des droits privés. Qui a une personnalité juridique. Mais est-ce qu'ils ont fait les liens? Ils ont fait le lien. Puisqu'il y a l'affaire Matata, pour laquelle il a été condamné, et on se rebuffe
à la Fondation Matata, où il y a l'université, que vous connaissez, oui, que nous avons visité, qui n'a pas été construite par lui. Vous vous souvenez de la plaque où il y a plusieurs firmes, les partenaires qui ont construit, y compris KCC, l'EDIA, les contributeurs, il y en a beaucoup. Et on relie à la Fondation Mapon. Il y a l'université, il y a l'institut, l'école primaire, il y a l'hôpital. Tout ça est arrêté? Mais, tout ça est stoppé? Mais si on gèle les comptes de la Fondation, c'est la Fondation qui gérait toutes ces entités. Et maintenant, comment? Vous avez par exemple, nous y étions, vous vous souvenez, la Fondation a dans son actif à peu près 600 enfants qu'elle prend en charge. Mais que deviennent les enfants? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que quand on a pris cette décision... Ça ne pénalise pas les enfants? Mais ça pénalise, parce que les professeurs seront payés comment? Ils vont enseigner comment? Les enfants qui sont pris en charge. Et vous savez que qui... Mais l'État ne peut pas mettre ça sous tutelle pour que la Fondation continue à fonctionner? Mais pourquoi mettre sous tutelle? La Fondation reste la Fondation. Est-ce qu'on peut mettre l'Église catholique sous tutelle? Non. Il y a les écoles de l'Église catholique. Qui dit les droits? Mais les droits disent que la Fondation, c'est une personne morale des droits privés, qui a une personnalité juridique. On ne peut pas lier l'affaire. Est-ce que c'est la Fondation Mapon qui était trempée dans ce qu'on reproche à Matata? Non. Mais on a lié la personne de Matata à la Fondation Mapon. Et on a frappé la Fondation. C'est un peu politique tout ça. Hein? Politique qui tue l'enseignement. C'est un peu politique. Enfin, il faut peut-être que les avocats, ils s'en occupent pas. Il y a déjà une décision qui est tombée. Bon, et c'est pourquoi on dénonce. On s'est dit, mais quel est l'avenir de ces enfants-là? Il faudra voir hein, la cause. Il faudra voir la cause. Non, la cause... L'éducation des enfants, c'est très important. La cause ne se justifie pas. La Fondation Mapon n'est pas poursuivie par la justice. On a lié l'individu Matata à la Fondation Mapon et on a frappé la Fondation. Deuxième biscuit. Deuxième biscuit, c'est par rapport toujours à l'éducation nationale. Nous, les enfants, les anciens de la Sodimiko Musoshi, à Kasumbalesa, on a lancé dans le sud du Katanga. Vous produisez quoi? Non. C'est une compagnie de quoi? Non, c'est une compagnie minière. Ok. C'est une compagnie minière qui est en partenariat avec... non, avec le Japon. Ok, mais alors qu'est-ce qu'il y a? Après le Japon, il y a une école qui s'émeurt, l'école Niali, qui a formé l'ancien gouverneur du Katanga, Jean-Claude Kazembe, qui a formé l'ancien ministre des Affaires foncières, Bijou Kat, qui a formé plusieurs cadres, y compris, il n'y a pas de banc. Oui, mais on fournit beaucoup de bancs là-bas. Non, on fournit, mais maintenant il y a... Le service national fournit beaucoup de bancs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les élèves... l'éducation nationale, ça fait partie du programme. Mais j'ai les images... L'école est quoi? Conventionnée? C'est public, c'est quoi? Oui, c'est public. Alors pourquoi une école publique ne va pas bénéficier de tous les dispositifs? C'est la question qu'on se pose. Voilà pourquoi le fils et fille... C'est un plaidoyer que vous faites? Oui, c'est un plaidoyer. On a lancé un SOS. Moi y compris, puisque je suis un ancien de là, de l'école Niali. On a demandé à tout le monde de mettre la main dans la poche pour que chacun... Alors, créer un groupe WhatsApp entre vous. Mais oui, c'est... créer un groupe WhatsApp et partager les messages passés. On a créé, mais beaucoup ne sont pas ici. Beaucoup ne sont pas ici. À travers votre télévision, qui est suivie à travers le monde entier, il y a ceux qui sont en Europe, il y a ceux qui sont aux États-Unis. C'est l'école Niali. Dans quelle ville? C'est dans le Haut-Katanga, notamment à Sakanya, dans le sud du Katanga. Sakanya que je connais, j'ai été à la frontière. Oui, c'est à la frontière, c'est un jeu de pierre de la frontière de la Zambie. Une très belle école qui s'émeurt. Il y a aussi
Son père, c'est fort. L'université officielle de Lubumbashi a formé ces gens-là, puisque cette université avait été créée justement à l'époque où... Non, je parle de l'université de Lubumbashi. Oui. Cette université avait été créée puisque à l'époque, la Belgique regentait les Congo belges, Rwanda, Urundi. Oui. Et cette université c'était pour la sous-région. Pour la sous-région. Merci beaucoup. Merci. Allez, j'accueille les célébrissimes Yves Bouya, l'homme de Bandal qui se meurt. Ils vont encore m'attirer la foudre déjà. Quand je dis qu'il se meurt. Oui, effectivement, à Bandal, il n'y a pas de route. Je ne sais pas pourquoi. Vous, les gens des Bandal, il faut absolument faire quelque chose. Absolument. Il y a beaucoup de routes à Bandal qui sont devenues impraticables. Absolument, Jean-Marie. Il y a beaucoup de célébrités à Bandal. Absolument. Je donc, pense que... Oui, je pense que c'est... Il s'efforce à mettre un peu d'éclairage, à faire des marchés. Oui, avec... C'est la même chose. Oui, donc... Je l'ai fait pour Bandal parce que Jean-Marie, vous savez que Bandal a... Pourquoi toutes les routes de Bandal sont abîmées? Jean-Marie, je pense que c'est un plaidoyer que je ferai dans les jours qui suivent. Moi, je n'ai pas un mandat public. Je ne suis que journaliste. Leader de Bandal. Oui, je ne suis pas leader. L'échange électoral, c'est bientôt. Hein. Ben oui, Jean-Marie, je n'ai pas encore levé l'option jusque-là. Donc, je pense que je vais mener ces plaidoyers dans différents salons de la capitale pour que, surtout les routes des Bandalungwa, refasse pour neuf parce que vous prenez la même la grande avenue Kassabougou, on ne sait pas rouler correctement. Vous prenez l'avenue Kimbondo jusque bloc, c'est complètement un problème. Mais je pense qu'il y a une sensibilisation des natifs. Vous avez commémoré combien d'années là de Bandal? 70 ans. Et en 70 ans, vous avez ça. Vous savez que Mobutu habitait Bandal, hein? Oui, pas Mobutu, mais les grandes personnalités, même les présidents de la République. Ah oui? Ouais. Il est des Bandal, ou l'actuel président de la République, la première dame aussi. Oh. Elle est des Bandal. Papa Etienne Tshisekedi a aussi habité Bandal, était des Bandal. Donc Bandal c'est une mère commune. Macron est venu boire à Bandal. Macron est venu boire à Bandal avec les ministres Mouyaya, avec Fali. Donc je pense qu'il faut garder cette flamme, que la flamme ne puisse pas pâlir. Alors on doit prendre plus conscience. Et vous osez dire Bandal c'est Paris? Oui, parce que on ose le dire parce que c'est un état d'esprit. Quand je parle d'état d'esprit, cet état d'esprit, les Nalois en ont dans leur tête qu'il faut vivre mieux, très bien malgré les difficultés. Donc vous connaissez Paris, vous savez ce que sont les Parisiens, malgré les difficultés, mais ils gardent l'état d'esprit parisien. Non. Donc c'est un peu ça. Moi je pense que c'est ça Jean-Marie Pachou des Bandal, donc avec ce que Fali nous apporte aussi, comme idée créative. C'est quand le concert? Les 2, le 3. Mais le 2 mai? Ouais. Chez moi, dans un mois? Ouais, dans quelques... Dans un mois, dans quelques semaines, les 2, les 3 mai. Ça se prépare bien, c'est déjà... Je pense que... Sold out? Je crois. Sold out? Je crois. Pour le 2, c'est sold out. Et pour le concert complémentaire du 3, je le crois aussi. Merci. Donc Jean-Marie... oui, vous avez quelque chose? J'ai quelque chose. Je vais ici attirer l'attention de l'opinion publique. Parce qu'il s'observe ces jours-ci une cabale contre les ministres des Finances Doudou Famba. Doudou Famba? L'excellent Doudou Famba? Oui. À quel niveau? Il y a des gens qui se sont décidés de porter une clameur publique contre lui. Dans les dossiers paye fonctionnaires, vous les connaissez, ils n'ont pas trouvé... Mais je pense que fin mars, début avril... Ils n'ont pas trouvé, par exemple, depuis qu'il est là, oui, ou gratter, ou trouver la petite faille. Ils n'ont pas trouvé les paiements en procédure d'urgence, ils n'ont pas trouvé d'éléphants blancs, ils n'ont pas trouvé des détournements. Maintenant, ils savent que ces détracteurs savent que la situation que traversent les pays est quand même très ambiguë. Maintenant, il faut porter la clameur publique sur les dossiers des fonctionnaires. Et ce qu'on apprend, c'est des réunions ça et là.
est à la tête, laissez-moi qui vous le tient ces dire. réunions? Enfin, Vous on va pas savez citer le nom que, des non, gens je n'ai pas ici, cité, mais vous savez qu'il y avait un haut responsable du BSECO qui avait été suspendu. Oui, oui. Mais à la suite de la suspension, c'est des réunions qu'il tient contre les ministres pour régler ses comptes aux ministres. Parce qu'il dit que les ministres Doudou Fwamba serait à la base de son départ à la tête du BSECO. Pourtant, c'est faux. Mais les bilans... Quand je dis pourtant c'est faux, oui. Vous pouvez aller à l'IGF vérifier. Il y a eu plusieurs PV. Il a été auditionné par les inspecteurs de l'IGF. Et il y a certaines informations qui me sont parvenues, qui me confirment qu'il y avait un certain moment que le marché du PDL 145 territoires n'allait plus être financé par les BSECO. Donc il y a eu plusieurs greffes contre monsieur, et permettez-moi de le dire parce que la décision est publique, monsieur Jean Mabi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, c'est des réunions secrètes, des rencontres pour justifier ça, ces réunions-là? Jean-Marie Kassamba, c'est prouvé, parce que quand on voit des tribunes qui sont... Est-ce qu'il a le droit de parler ou pas, Jean-Marie? Jean-Marie Kassamba, il a le droit de parler, mais pas accusé arbitrairement. Moi, j'aimerais bien l'interviewer. Qui s'est exécuté d'une décision. C'est un grand technicien. Hein? Oui, qui s'est exécuté d'une décision, Jean-Marie Kassamba, oui. De l'IGF. Donc, il n'a pas ici à chercher. Vous savez que l'IGF dépend du cabinet du président. Ça dépend du cabinet du président. Est-ce que c'est une décision qui peut se prendre aujourd'hui, sans l'assentiment et la caution du cabinet du président? Merci de me compléter, parce qu'il y avait une lettre, je l'ai dit ici, du directeur du cabinet qui demandait de vérification sur la gestion de M. Jean Mabi. Le directeur du cabinet du président? Le directeur du cabinet du président de la République. Qui avait instruit? Qui avait instruit. Et l'IGF s'était activé. Et sur les PV d'audition, plusieurs fois, il y avait plusieurs griefs que les inspecteurs de l'IGF avaient découverts dans la gestion de M. Mabi qui tend vers une mégestion. Mais non, au lieu de trouver la poux, soit l'époux sur la tête du ministre Doudou Fwamba, il se met dans des réunions, il se met dans des rencontres, il instrumentalise certaines personnes, certains influenceurs pour dire que si lui était parti, c'est à cause du ministre. Donc, M. Jean Mabi du Moulumba doit voir sa gestion pendant qu'il a été à la tête du BSECO. Mais il n'a pas introduit... beaucoup. Je pense que c'est une mesure conservatoire. Les enquêtes se poursuivent. C'est une mesure. Les enquêtes contre les enquêtes se poursuivent. Il doit garder, il doit là, garder complètement son calme. C'est une mesure conservatoire. Il sait ce qui s'est passé. Il doit juste prendre son mal à patience et attendre les enquêtes. Donc ici, il ne peut pas mêler dans ses entrefaites les ministres des Finances qui n'a rien à voir, qui n'a qu'exécuté une décision et il a pris sa décision. Donc au lieu de parler ça et là, moi je pense qu'il doit plus se conformer à la dernière sortie médiatique du ministre auprès de notre aîné monsieur Willy Kalingai, qui vous a dans laquelle interview, les ministres vous avaient parlé un peu de sa gestion du temps difficile qui traverse les pays, notamment sur la paie des fonctionnaires, les réformes apportées, et puis notamment sur la masse salariale. Donc je pense que l'heure est au bilan, l'heure est au travail, que M. Jean Mabi Moulumba arrête, qu'il puisse se calmer, qu'il attende bel et bien les enquêtes, qu'il mette loin de ces bruits, qu'il puisse cesser d'indexer les ministres. Moi, je pense que... Une décision de l'IGF ayant concouru à sa suspension sur sa gestion. Moi, je pense qu'il faut plutôt regarder du côté du cabinet du président. Quand il y a des décisions comme ça qui se prennent, parce que à la fois, l'IGF, c'est la présidence, le ministère des Finances, c'est piloté quasiment en permanence par mais vous savez, le président lui-même. Même pour le PDL 145 territoires, quand vous posez la question... C'était le dossier phare du président. Oui, mais les taux d'exécution posent problème. Donc, les PDL 140... Qu'est-ce qu'il dit François Mwamba? Parce que lui aussi fait des suivis et tout ça. Non, moi je pense que je ne veux pas parler de M. François Mwamba, je parle de M. Jean Mabi Moulumba parce qu'il y a des infos qui certifient qu'il est à la manœuvre d'une campagne de déstabilisation contre les ministres. Moi j'aimerais bien le recevoir, hein, Jean Mabi. C'est un économiste qui a une longue carrière, donc s'il peut nous dire son point de vue là-dessus, nous expliquer tout. Je ne sais pas s'il est autorisé à parler. Je vais essayer de le joindre pour qu'il puisse nous en parler. Alors, voilà l'homme que l'on cherchait, l'incontournable Gauthier Sey.
qui n'a pas de biscuits aujourd'hui? Non, ça ne peut pas manquer. Nous sommes du côté du Parce Papa Jean-Marie. qu'on a réglé une bonne fois pour toutes ce qui pesait sur la CNSS. Il n'y a pas eu de détournement, tout le monde le sait. Exactement. Et puis il n'y a eu que de félicitations du DG Moudiaï. Exactement, tout simplement parce que c'était toute une cabale, comme vient de dire. Et il y a beaucoup de cabales dans ce pays. Exactement, nous sommes dans une période où... Quel est ce pays lorsqu'il y a des mises en place? Des mises en place, ça s'agite de partout, dans tous les QG, tout le monde... il faut changer les leadership. Parfois, ça sort de l'intérieur des entreprises. Bon, les ambitions sont légitimes, hein, ils peuvent se bousculer, mais... Pas au point de fomenter loyalement, bien sûr, parce que certains vont très loin jusqu'à formater des histoires, chercher à salir les autres. Heureusement que les documents à l'appui ont prouvé que les DG n'y étaient pour rien. Et ils se sont calmés depuis, hein? Oui, ils ont dit que le DG Charles Moudi a été interdit de quitter le pays. Ils ont dit beaucoup de choses aujourd'hui. Pendant que je vous parle, il est allé s'acquérir, n'est-ce pas, de la situation des 2 aéronefs qui doivent quitter pour Kinshasa. Il est à l'extérieur du pays. Il a quitté librement comme tout citoyen. Sans être inquiété à l'aéroport. Sans être inquiété, avec un ordre d'émission signé par sa tutelle. Et dans les jours à venir, il sera ici certainement. Il va revenir avec les 2 avions, ou un va le précéder. Donc je pense que les chiens aboient, la caravane qui a un bilan passe. comme ça, qui nous amène des avions. Le DG est en train de faire son travail. Et il ne parle pas trop, dans des silences. Mais les moyens sont là. Voilà. Il est en train de placer des jalons, et l'objectif poursuivi pour lui, c'est dans les jours à venir de faire de la CNSS une banque sociale comme c'est fait sur d'autres essieux. Donc les restes, ce n'est que les bruits inutiles pour les désorienter. Mais Jean-Marie, ici, je voulais tirer la sonnette d'alarme dans un dossier qui me touche à cœur. Lequel? Au niveau du Fonds national de l'habitat. Nous sommes en plein... Fonds national de l'habitat. C'est quoi ça? FONAB. C'est tout un établissement public créé par ordonnance présidentielle. Jean-Marie, nous sommes en plein mois de mars, mais il y a des femmes qui sont harcelées, des femmes qui sont violées et des femmes qui sont menacées ici, à Kinshasa et dans cet établissement. Je suis tombé sur des documents, Jean-Marie. Non, ça c'est grave. Exactement, Jean-Marie. Je suis tombé sur des documents. Comment tu vas harceler quelqu'un en pleine ville? Oui, tout simplement parce qu'il y a un tout-puissant directeur dans cet établissement public qui, chaque fille qui passe, doit passer par les canapés. Et celle qui s'oppose... Je n'autorise pas ça. Celle qui s'oppose... Est-ce que vous savez qu'illico presto... Non, je ne peux pas autoriser ça parce que ça, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Vous savez que même les rebelles ont sanctionné, hein, et effectivement. À cause de ça. Donc, je pense que c'est ici... Si quelqu'un s'aventure à faire ce genre de choses, c'est préjudiciable. Jean-Marie, les documents sont là, les audios sont là, où les 4 femmes harcelées par... Qui travaillent ici dans cet établissement FONAB, alors que cet établissement, Jean-Marie, a une présidente du conseil d'administration, c'est une femme. La directrice générale adjointe, c'est une femme. Nous sommes dans un pays où la primature est gérée par une femme. Mais je me dis, comment elles peuvent abandonner leurs sœurs, continuer, n'est-ce pas, à subir mais ces femmes-là un traitement. Qui sont perturbées, elles ont porté plainte, elles ont saisi la justice. Elles ont porté plainte quand même. Elles ont porté plainte, mais malheureusement, ça n'évolue pas parce que le tout-puissant directeur, entre guillemets, il a la confiance, je l'ai dit au conditionnel, aurait la confiance de la direction générale, et il est protégé par sa hiérarchie. Et à chaque fois que... Mais quelle hiérarchie va protéger quelqu'un qui harcèle les femmes? À chaque fois qu'on porte plainte, et là, le dossier vient d'être rappelé en communication au niveau de la cassation, on gèle les dossiers. C'est ici l'occasion, Jean-Marie, d'interpeller les ministres des droits humains, d'interpeller la première dame, d'interpeller la première ministre, de veiller à ce que justice soit faite dans cette histoire, afin que ces femmes-là, FONAB, Fonds national de l'habitat, de façon que Jean-Marie, parmi les 4 femmes, 2 sont mariées, légalement mariées. Il y en a encore 4 femmes. 4 femmes harcelées par un seul monsieur, entre guillemets, le tout-puissant directeur, SG, et ce monsieur Jean-Marie, il se permet de toucher partout comme s'il en avait les droits, et il suffit qu'une femme réplique autrement, licencié, suspendu. Vous racontez des histoires. Mais Jean-Marie, les audios sont là. Ça s'est fait ici à Kinshasa. Parce que je vais les travailler, je vais les envoyer en privé. Et les dossiers sont déjà au niveau de la justice. Je pense que les PGR Loussamba a les dossiers sur sa table. C'est ici l'occasion que la justice puisse rapidement
éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de ces femmes, afin que ces femmes soient rétablies dans leurs droits. Et ça sera une façon, Jean-Marie, ici, de protéger d'autres femmes qui sont dans cet établissement, parce que les messieurs, il semble, c'est un récidiviste. Il n'est pas son premier coup. Et le même fille, ils ont les mêmes témoignages. Et quand vous suivez les audios, Jean-Marie, vous avez des larmes aux yeux. Elles disent presque la même chose. Écoutez, j'aimerais bien, moi, c'est comme ça que Jean-Marie... les journalistes de Kinshasa s'intéressent un peu à cette affaire. On s'intéresse déjà. Il y a 3 médias qui sont là-dessus. Je pense que l'enquête sera publiée. Nous allons publier les documents et ces audios-là. Et nous allons les publier incessamment. C'est ça qu'on appelle la clameur publique. C'est ici aussi l'occasion pour nous d'interpeller ces autorités, certainement qu'ils étaient... Et on est au mois de mars. Que ces autorités n'étaient pas informées, qu'elles puissent se saisir automatiquement de ces dossiers, les CNDH, la Première ministre, la Première Dame, mais aussi les ministres des Droits humains, afin qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe dans cet établissement, rétablir l'ordre et rétablir ces femmes dans leurs droits. Écoutez, moi j'étais avec la Première ministre cette semaine. Elle est sympathique, notre Premier ministre. Certainement, elle n'est pas informée. On a échangé allègrement. Et elle est bien. Certainement, elle n'est pas informée parce qu'elle n'est pas omnisciente, omniprésente. C'est ici l'occasion qu'elle puisse se saisir de ces dossiers, afin que justice soit faite pour ces pauvres femmes. Il faut encourager et accompagner la Première ministre. Monsieur Jean-Marie, si Gauthier dit que le monsieur c'est un récidiviste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il répète, il a l'habitude de faire. Oui. Mais comment il a été porté à la tête d'un grand établissement comme ça? Où se trouve le service de l'ANER? Mais où se trouve le service de l'ANER? C'est pour ça que je vous instruis. Est-ce que le service de l'ANER est là que pour traquer les journalistes? C'est ça le travail qu'on devrait faire. C'est ce genre de situation parce que nous, on les appelle tous à s'intéresser à cette histoire. Nous, on protège en tout cas, je vous ai lu avec Edmond Izouba sur ces dossiers. J'ai lu ça. Edmond m'a envoyé. Alors, si tel est le cas, sur instruction du président provincial de l'UNPC, nous allons porter cette affaire. Oui, ces messieurs-là doivent démissionner et doivent être mis à la disposition de la justice. Mais aussi toutes les organisations des femmes, comme nous sommes en plein mois des femmes, elles doivent s'impliquer de façon que l'exemple soit ici donné, les tons soient levés, de façon que de décourager tout ce qui se passe partout ailleurs. C'est qu'on sait. Les CG qu'on n'a pas cité, le monsieur qu'on n'a pas cité, qui se reconnaît, nous sommes disposés à avoir votre version des faits. Donne-nous, est-ce que... Nous, on l'a saisi, voilà. il a tout rejeté d'un revers de la main, avec autant d'arrogance que les dossiers au niveau de la justice, alors que nous, on détient les témoignages. Notre travail, c'est investigation. On détient les témoignages de toutes ces femmes qui se plaignent et certaines ont peur de perdre même leur mariage parce que les messieurs en ont fait des Mais c'est inadmissible. Strauss-Kahn a perdu l'élection en France à cause de ça. On espère que les CNDH et la Première ministre vont s'en occuper. Madame la Première ministre que j'ai rencontrée cette semaine est une personne agréable. Ah bon? Ouais. Qu'a-t-elle fait à Jean-Marie Kassamba? On a causé. On ne peut pas intimider le président. Nous avons causé. Voilà. Gadi Diana, j'accueille depuis longtemps, vous n'êtes pas venu nous voir. Moi, j'ai croisé quelqu'un qui me dit il faut inviter Gadi Diana. Qu'est-ce que les gens vous trouvent? Bon, votre diction un peu à la française, là. Non, mais pas forcément. On a été à la bonne école. On a été à la bonne école. C'est juste la réponse qu'on pourra donner aux gens. On a été à la bonne école, c'est ce qui fait que on a décidé de garder les lignes. Jean-Marie, moi je n'ai pas de biscuits comme c'est la culture, mais il y a une question soulevée par Appius Romain qui est une question cruciale pour moi, la question de professeur. Le conseil que je lui donne aujourd'hui, le salaire a un caractère forfaitaire. Votre proposition de loi, pardon, j'ai eu chat à la gorge, vise justement à sécuriser la science. Parce que quand on a une classe politique avec une culture assez détériorée, il faut protéger la science. Mais si vous allez sur l'idée de salaire, c'est forfaitaire. Ça peut évoluer au gré des vagues et des politiques. La meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir établir une équivalence. En donnant un statut aux professeurs, autant qu'on donne aux différents présidents des organisations de droits de l'homme. Quand on établit l'équivalence qui ont rang de ministre, ça leur permettra d'avoir une rémunération sécurisée et ça leur empêcherait de pour ça, je vais vous envoyer ma proposition de là. Il peut enrichir ça. Pour enrichir sur cette question. L'idée, c'est de décourager tous ceux qui se disent professeurs d'aller en politique et produire l'inacceptable dans les c'est qu'on les appelle excellence. Et on les appelle excellence et on les appelle grand-père. Ailleurs, un enseignant d'université, sans qu'on l'appelle excellence, est une excellence. Est une excellence. Ça, c'est une vérité de fait. C'est ça qu'on appelle l'élite. La classe. C'est une excellence, c'est une élite par rapport à la production de ce qu'il fait. Ici chez nous, on nous produise la crasse.
Non, mais je vous ai dit, c'est un problème des cultures politiques. C'est ce qui fait qu'il faut protéger la science. Il faut leur donner un statut à part entière qui leur permettra, pour ceux qui, de rester dans la science. Ceux qui voudront aller vers la politique vont devoir renoncer à leur statut d'enseignant. C'est ça la logique. Justement, deuxième élément que je trouve très intéressant, c'est peut-être un conseil. Je voulais dire, sur le cas du ministre de Finances, la raison pour laquelle il est aujourd'hui vilipendé, parce que le fonctionnaire de l'État est un indicateur de la clameur publique, de la calmie sociale. Aujourd'hui, l'une des difficultés, ce que nous connaissons, le caractère rentier de notre économie fait que, par exemple, au début de l'année, la plus grande échéance fiscale, c'est au mois d'avril. Vous verrez qu'en 2012, Matata Pognon, conscient de cela pour pouvoir sécuriser, dans les libellés au niveau de banque, ont réservé dans la trésorerie le 3 mois pour permettre, janvier, février, mars, de ne pas faire souffrir le fonctionnaire pour leur permettre une cohérence. Seulement, ce qu'on ne sait pas dire aux autres, dans le contexte de Doudou Famba, il gère une crise. Ce que les gens ne savent pas jusqu'à aujourd'hui pour cette crise-là, pour l'année 2023-2024, c'est 4,7 milliards de dollars. Ce qui fait qu'il y a un impact. Un deuxième élément, le prophète Godem Poïs, comme ça que je commençais à l'appeler. On le disait, non, on le disait, Jean-Marie, personne ne voulait écouter. L'absence de la coordination entre la politique monétaire, la politique budgétaire a créé une forme de, pas d'érosion, c'est trop dire. Et la mesure de la Banque centrale aussi. Exactement. La mesure en soi de la Banque centrale n'est pas mauvaise. Au regard de la fragilité du dollar aujourd'hui sur l'espace international, on devrait... Non, permettez-moi, je parle d'une science que je maîtrise. L'idée était ici, c'est de pouvoir aller de manière progressive. Cette appréciation brutale a occasionné un bon nombre de vides. Le problème n'est pas dans la mesure, le problème c'est dans la chronologie des éléments. Et aujourd'hui, c'est une responsabilité qu'il faut reconnaître. Ça ne sert à rien de tirer sur Doudou Famba. Il n'est pas le seul responsable, c'est d'abord une responsabilité du gouvernement, mais dans l'ensemble aujourd'hui, il y a des faits, il y a des éléments de sciences économiques qui prouvent ces événements-là. La dernière interpellation, c'est le ministère des Affaires sociales. Je commence à me poser la question de savoir si ce ministère existe, Jean-Marie. Affaires sociales, c'est qui déjà? On ne connaît même pas. Je suis sûr que personne ne saura donner le nom de ce ministère. Côté, vous connaissez les gens du gouvernement? Il s'appelle comment le ministre? C'est un homme ou une femme? Il est Bazaïba qui est là maintenant. Je tombe encore des nues. Celle qui était à l'environnement. Je tombe encore des nues si c'est elle, une femme en plus. On est dans mais il fait quoi? On l'attend pas. Hein. C'est ça la grande question que je me pose. Jusqu'au point où. Et puis elle était de l'IDPS, non? Avant. Ancienne. Elle est sous la belle LBC. Elle est ancienne. Elle fut de l'IDPS. Jean-Marie, on est dans un contexte où aujourd'hui, si les faits privés commencent à prendre le débat. Notamment, quelqu'un a parlé ici de la Fondation Lona qui va régler des problèmes à gauche, à droite. C'est parce que le ministère des Affaires sociales n'existe pas. Je vous donne un exemple de Bumba. À la suite des conflits communautaires, je retrouvais près de 400 malades dans des hôpitaux difficiles. Je parle des Bumba. À l'Équateur. En Équateur. Le ministère des Affaires sociales bouche bée. Il dit rien. Il dit rien. Encore une fois de plus, c'est la première ministre dont vous citez qui, de manière privée, a donné à ses équipes pour aller résoudre ce problème-là. Et la ministre? Elle est même ministre d'État. Hein? Absente. Aujourd'hui, parmi les malades, les milliers de malades de l'hôpital général de Ndjili, parmi eux, il y a également des sinistrés. Personne n'a fait jusqu'à ce que moi j'en parle. Mais même à l'époque de Moutinga, il y avait des gens sur le terrain. Exactement. Et les gens ont tendance maintenant à regretter la brave dame. Comment elle s'appelle, la brave dame que j'aime beaucoup, la princesse Adel Keïna? Non. Vous parlez de qui? Aziza Mounana. Aziza Mounana. Elle a tenté de faire quelque chose. Non, mais Aziza Mounana est à tous les fronts. On est dans un contexte, Jean-Marie. Elle a laissé même des millions de dollars. J'en parle parce que les gens ne le savent pas. Les gens regrettent Aziza Mounana. Moi, j'ai une cousine sinistrée qui était à l'hôpital général de Ndjili aujourd'hui, qui a retrouvé sa maison grâce à la première dame. C'est là où je me suis posé la question. Le ministère des Affaires sociales. Où est la ministre Elle fait quoi? Elle fait quoi pour laisser la grande responsabilité à un fait privé, à une première dame qui aujourd'hui ne bénéficie peut-être pas de ressources de l'État autant que ce ministère? Si c'est encore Eve Bazaïba, je tombe des dénus. La ministre. Ça veut dire qu'il y a une absence. Autant qu'aujourd'hui les gens n'en parlent pas, on a parlé depuis autant d'années, pour qu'il y ait la réforme éducationnelle sur la bourse, il a fallu qu'elle commence pour que l'État récupère après. Évidemment.
C'est encore une fois de plus les raisons de la faiblesse de la plupart des animateurs, et c'est une question cruciale. Dans le contexte congolais, avec ce qui se passe de sinistré, il est impossible que le ministère des Affaires sociales soit aussi amorphe, aussi silencieux, invisible. Dans un contexte pareil. Invisible, c'est encore mieux, je dirais transparent, parce que administrativement, le ministère existe, mais dans le fond, c'est un tombeau vide, aucune action concrète, et ça, il faut faire quelque chose. Pourquoi ne pas la joindre au ministère de la Santé? Normalement, logiquement, on devrait compléter en faire un département. Quand on vous dit, c'est l'homme qui fait le poste. Quand Zizamoun en était à ce poste, on sentait. Quand il y avait des catastrophes, quand il y avait ce genre de situation, on sentait la dame. Durant le mois de mars, on a senti que, bon bref, allez, j'accueille l'homme que... On a un problème d'homme, on n'a pas un problème de texte. On a les deux, et de texte et des hommes. C'est l'homme qui fait le poste. On a un problème et des textes et d'hommes. Les textes, il nous a manqué depuis un certain temps. Plus Romain Roland, à côté de vous, il y a celui qu'on appelle Charles Kinkankou, l'homme au verbe facile qui nous a manqué. Pendant ce temps, parce que tous les dossiers que nous avons traités ici au club, ça le concerne. Notamment le débat qui va avoir lieu tout à l'heure. Où on fait le dialogue ou on change la constitution. Ça, on va la parler plus tard. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous nous avez manqué, hein? Je suis là. Le peuple me posait toujours la question, où est Charles Kinkankou? Parce que quand lui commence à parler du pays, de Tshisekedi, pour la première fois, le Congo. Bon, pour la première fois... Là, vous n'allez pas le dire aujourd'hui. Hein. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a fait pour la première fois? Qu'est-ce qu'on a fait pour la première fois? J'aimerais d'abord, Jean-Marie Kassamba, exprimer une colère patriotique. Une colère patriotique. Contre qui encore? J'ai dit au courant de cette semaine m'a vraiment scandalisé. Quoi? J'ai vu les acteurs politiques, les acteurs profito-situationnistes monter au créneau pour couler au pilori Modeste Bahati. Ça m'a fait très mal. Mais ça, c'est la réalité congolaise. Hein. Ça m'a fait très mal. C'est ça la classe politique congolaise. Hein. L'avouer. Sans état d'âme. Ça m'a fait très mal. Sans état d'âme. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire, monsieur? Le vin est... Non, mais je dois quand même... Nous sommes journalistes. On le voit, on l'a vu. Kassamba. Nous sommes journalistes. Nous sommes obligés à hausser le ton. Bon, si pas hausser le ton, mais à épingler quand même certains dysfonctionnements. Il a dit ou, une si phrase, vous voulez, et ça lui a coûté certaines antivaleurs qui rongent notre société. Moi, je me suis posé 1001 questions sur cette affaire des Bahati qui a pris des proportions inquiétantes inutilement. Crime de lèse-majesté. Pourquoi? Il n'y a pas eu crime. Parce que Modeste Bahati a été on ne peut plus clair. J'étais parmi ceux-là qui avaient tweeté rapidement lorsque j'avais suivi l'extrait de sa conférence de presse où il parlait de la question de la révision ou changement de la Constitution, parce que faudra-t-il encore que cela soit précisé, qui n'a pas été jusque-là abordé au sein de l'Union sacrée de manière formelle, officielle, si vous voulez. Mais vous savez que ce qui est officiel, c'est qui est déjà acté? Non, mais écoutez, la question jusque-là, j'ai posé des questions, j'ai échangé avec certains ténors de l'Union sacrée qui m'ont clairement dit que cette question-là n'a jamais été officiellement abordée au sein de l'Union sacrée. Je parle bien de officiellement. C'est vrai qu'on a vu le président Tshisekedi à la fin de l'année 2024 sillonner la République et parler du changement ou non, pas même changement ou révision. Il avait parlé de la convocation d'une conférence pour réfléchir. C'était ça ce que le président Tshisekedi disait. Mais au sein de l'Union sacrée, la question n'a pas été encore abordée officiellement. Et Bahati a parlé de ça. Où est le mal? Où est le péché, les crimes de lèse-majesté commis par Modeste Bahati? Je me suis posé beaucoup de questions. Et ce qui m'a aussi beaucoup plus choqué, je vais le dire dans quelques secondes, mais j'aimerais dire que même si l'option
élevés, par exemple, aujourd'hui au sein de la HAPK pour réviser la Constitution, mais ce sont les députés et autres de l'Union sacrée qui vont s'atteler, qui vont s'apaisantir sur le dossier afin que la réforme passe au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, de manière générale. Mais qui sont ceux-là qui représentent quelque chose au sein de cette Union sacrée-là? Il y a notamment Modeste Bahati. Alors, je n'ai pas compris pourquoi des opportunistes sont sautés sur l'occasion pour commencer à tirer dans tous les sens. Il y a une guerre au Sud Kivu aussi. Hein? Dans tous les sens, les leaders du Jean-Marie Kivu Kassamba. se tirent dans les pattes. Et cerise sur les gâteaux, on voit ces sénateurs-là qui y avaient crié à tue-tête que le président Bahati s'était opposé au président Tshisekedi. Voilà pourquoi il fallait une initiative parlementaire pour les faire sauter du bureau du Sénat. Oui. Et revenir par la suite pour dire non, c'est peut-être pas ça l'objet principal de son initiative. Est-ce que Bahati peut être incompétent? C'était l'incompétence. Il a été président du Quelle Sénat. insulte! Il a été président du Sénat sans être incompétent, mais c'est en étant deuxième vice-président qu'il doit être incompétent. Un professeur d'université à thèse en Italie. Un homme aussi bien organisé. Ministre de l'économie. Et les gars d'opinion. Et les gars en question seraient sans diplôme. Le gars en question. Il y a des le mot incompétence a changé de il y a aussi une vidéo. Écoutez, de ces mêmes messieurs. Incompétent. Oui, selon ces messieurs-là. Moi, en tout cas, même en termes de gestion des affaires. Voilà. Qui peut égaler Bahati? Je connais quand même un certain nombre d'acteurs politiques. Mais Modeste Bahati, c'est un homme très bien organisé, Jean-Marie. Structuré. Très, très bien organisé. Ça, c'est un secret de polichinelle pour tous ceux-là qui l'ont fréquenté. Et quelqu'un de comme ça qui, si vous introduisez une lettre à son cabinet, 24 heures après, vous avez la réponse. Bien sûr. Vous dites de lui qu'il est incompétent. Oui. Non, mais désolé, pourquoi répondre au courrier n'est pas... Non, c'est aussi un exemple. Non, écoutez, s'il vous plaît, c'est un élément, c'est un des éléments, s'il vous plaît, Gardi, c'est un des éléments qui démontre que c'est un homme bien organisé. C'est un des éléments. Ce n'est pas le seul. Laissez-moi d'abord parler. Vous allez, si vous avez des choses à dire, vous pouvez le dire après, et on peut engager un débat là-dessus, parce qu'on est dans un débat. C'est pas la thématique. Alors, voilà, quelqu'un est comme ça, on dit de lui qu'il est incompétent. Non, le mot n'est pas sa place. Comment il est incompétent? Comment? Le mot n'est pas sa place. Il est incompétent. Faudrait-il voir que ceux-là qui l'accusent d'incompétence, si effectivement ils sont compétents. J'ai vu des gens qui ont fait des déclarations contre Bahati, dire qu'il est incompétent. Mais ces gens-là, vraiment, ils ont les baromètres de compétences pour effectivement dire qu'ils sont compétents plus que Modeste. J'étais vraiment choqué, Jean-Marie. La colère est passée. Un autre élément, c'est de voir 4 députés s'élever aussi de leur côté pour faire comme une déclaration comme quoi ils désavouent Modeste Bahati. Les lendemains. Alors qu'il y a eu un congrès. C'est du boutiquage. Il y a eu récemment un congrès de l'AFDC où Modeste Bahati a été réélu président plébiscité de ces partis politiques. Il faut retirer les mandats de ces députés-là. Vous voyez des gens, un gars qui avait déjà trahi Modeste Bahati, qui a bénéficié de la clémence de cet homme. C'est celui-là qui revient encore à la charge pour prendre une déclaration. Moi, je ne sais pas. Hein. Est-ce que le président Tshisekedi sait vraiment à quoi il a affaire au sein de cette classe politique? Mais c'est ça la classe politique du Congo. C'est une telle immoralité. Une telle immoralité ne peut pas vraiment amener le pays dans une voie de changement telle que nous le voulons. Merci beaucoup. Une immoralité, des gens comme ça, opportunistes, il faut faire flèche de tout bois pour montrer au président, prouver au président de la République qu'il n'aime pas en réalité. Parce que nous savons comment les choses se passent dans le pays. S'il vous plaît, vous n'allez pas quand même arrêter. Allez-y, concluons, on commence le débat. Donc, j'étais choqué de voir ça.
Parce que comment un homme victime de la guerre dans l'Est de notre pays, un homme qui a perdu ses biens, et il n'est pas le seul, ils sont nombreux, qui en réalité, il faut que lorsque la guerre va prendre fin, que le gouvernement congolais songe ne fût-ce qu'à soutenir ces opérateurs économiques-là et autres qui y ont perdu beaucoup de biens à cause de leur loyauté à la patrie, parce qu'ils n'ont pas rallié le mouvement rebelle. Il faut en fait que les gouvernements, à la fin de la guerre, puissent songer à un plan, mettre en place un plan, comment soutenir tous ceux-là qui ont été victimes de cette rébellion, cette agression que nous connaissons à l'est de notre pays. Donc, c'est une personne comme ça, qui souffre dans sa chair, à qui on accuse faussement de n'avoir fait aucune déclaration, ce qui est faux. Parce que nous en avons parlé sur ce plateau au début de cette agression. Modeste Bahati avait fait une déclaration, il avait mobilisé les gens à Bukavu. On a vu des gens, les partis à FDC, faire une déclaration contre l'agression de notre pays par le Rwanda. Mais c'est cet homme-là que les gens viennent charger parce qu'il est opposé au président de la République, alors que dans la déclaration, que ce soit de la BC, que ce soit de... Non, mais quel élément qu'il nous le prouve. Parce que dans la déclaration du groupe parlementaire AFC, vous avez suivi qu'ils ont renouvelé leur loyauté au président de la République et à l'autorité morale de l'AFC, Modeste Bahati. Bahati lui-même avait déjà fait ça. Donc, ceux qui pensent que c'est le moment d'enterrer Modeste Bahati, en tout cas, je pense qu'ils se trompent parce que c'est... Vu le poids politique de l'AFDC et de Modeste Bahati, cela ne peut pas empêcher au président de la République, notamment lors du gouvernement prochain, de nommer Modeste Bahati ou d'autres cadres de l'AFDC au sein du gouvernement. Donc merci voilà beaucoup. Un peu ce que je devais dire. Ce que je peux dire, il y a un peu de guéguerre de leadership au Sud Kivu. Hein. Les gens comprendront que les gens du Sud Kivu, on peut citer pêle-mêle Vital Kamere, Katintima, les Boji, j'étais moi non plus. C'est-à-dire qu'à chaque moment, chacun essaye de mettre les pots de banane pour que l'autre glisse. L'opportunisme. Je pense que Batulukobo est victime aussi de cela. Et il y a eu des histoires qui ont été montées sur son dos par rapport à beaucoup de dossiers. Il faut dire également le professeur a manqué d'intelligence politique. Voilà. Quand vous connaissez les gens qui vous entourent, absolument. Il faut éviter certaines histoires. Jouer, hein, c'est la politique congolaise. Voilà. Chacun essaie de tacler l'autre comme il pense. Mais je pense que Batulukobo, c'est un homme extrêmement structuré. Et c'est, comme je l'ai toujours dit, hein, c'est un chat. Et vous les jetez du 15e étage et il se tombe juste sur ses pattes. Okay. Et je pense qu'il va encore retomber sur ses pattes. Que les gens se trompent en tout cas de sa fragilité. Allez, on commence le débat maintenant. Parce que je vais demander à Pius Romain Roland de nous dire ça un peu plus simplement. Parce que en ce moment, le cœur balance. Au moment où il y avait des drones qui ont fait mouche à Kisangani, d'autres ont fait mouche à Goma. Au moment où on entend que il y a les FARDC qui répartent comment dire, à l'assaut des territoires aux États-Unis, malgré la guerre en Iran, on dit allez, tout le monde ici, et le Rwanda et la RDC, vous devez mettre en place un plan de désescalade et activer les mesures, comment dire, d'assurance, de confiance entre vous. Ça, il y a 3 jours. Au même moment, j'ai suivi Delis Sassanga aujourd'hui, qui parle du dialogue. Kabond l'a dit aussi. Mais timidement, j'avais reçu Peter Kazali qui dit, bon, le dialogue, on peut le faire, mais bon, on va d'abord s'atteler à reconquérir, on va dire, les territoires, à instaurer la paix, etc. Mais la question que je vous pose maintenant, finalement, c'est quoi la priorité? Faire la guerre, en finir avec les autres, ou, allez, rassembler et faire adopter, pour ne pas dire appliquer, l'accord qu'on vient de signer avec les Américains? Oui, attention, faire la guerre, les États-Unis s'est cru la grande puissance.
Oui, ils sont en train de se casser la gueule, hein, en Iran. Les États-Unis s'est cru la grande puissance. Ils sont humiliés. La grande puissance dans le dire, dans les faits. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi. Mais c'est grave. Comme au Vietnam. Je viens à peine Comme en Afghanistan. de commencer. Les Américains n'ont jamais gagné la guerre, c'est que les gens ne croient pas. Les Américains n'ont jamais gagné la guerre. Dites-moi, depuis que tu as connu l'histoire des États-Unis, en dehors des 13 colonies, dis-moi quelle guerre les États-Unis ont gagné. Si ce n'est mettre les chaos, je peux t'en citer. Partout où ils ont bombardé, plus de 30 nations. Afghanistan, Syrie, s'il te plaît, les faits sont là. Les faits sont là. L'Iran est en train de les désillusionner. Les faits sont là. Ah bon? Mais comment? À moins que tu es en train de suivre la télévision en noir et blanc. Si tu suivais la télévision en couleur, j'aimais d'ailleurs au conditionnel. Il semblerait Netanyahou n'est plus. Il semblerait, je mets au conditionnel. Non, ça c'est faux. Je dis, je mets au conditionnel. Ne m'interromps pas. Je suis champion en ça. Ne m'interromps pas. L'Iran est en train de désillusionner les États-Unis. C'est pour dire que la guerre ne résout pas le problème. Les bombardements ne résout rien. Ne résout pas le problème. On finira sur la table des négociations. Quand vous entendez plus les pactes de paix, les pactes de ceci, c'est après que les gens se sont fait la guerre. Qu'il y a eu autant de dégâts. Autant de dégâts qui se mettent autour d'une table. Et l'Iran est en train de demander, déjà, aux États-Unis, à l'Israël de se préparer de construire ce qu'ils ont détruit chez eux. Oh. Ne m'interromps pas. Ok. Tu auras le temps de le dire. Ici, chez nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Nous étions ici, tout le temps, nous vous avions dit, dialogue. On ne va pas dialoguer avec les panthères. C'est ça ce qu'on nous racontait. Et beaucoup plus, mon ami qui est à ma droite. Mais vas-y, il va se défendre. C'est pour ça qu'il nous a manqué. Mon ami qui est à la droite, on ne va pas dialoguer avec les panthères. Et aujourd'hui, on ne sait pas, nous avons maintenant 3 concepts. Est-ce le dialogue? Est-ce la révision de la Constitution? Encore les mots sonnent très mal. On ne révise pas la Constitution. Est-ce le changement de la Constitution? Il a dit quelque chose de positif suivant l'article 77 de la Constitution. Le chef de l'État adresse un message à travers les 2 chambres réunies en Congrès. On fait lire le message. Est-ce qu'il y a un discours officiel en dehors des professeurs turiféraires de l'Union sacrée qu'on a levé l'option sur la révision des dispositions constitutionnelles ou du changement de la Constitution? Puisqu'en suivant les dispositions de l'article 218, le président de la République a un cabinet juridique, non? Oui. Mais il peut collège. Oui, il a un collège juridique. Mais il ne peut pas nous boucher les oreilles. Dirigé par un excellent juriste d'ailleurs. Tu vois comment il s'appelle, hein? Mais comment il s'appelle le conseiller juridique? Non, le conseiller, le premier conseiller, le chef du collège, les CP juridiques. Oui, le professeur Chubang, je pense. Mais il ne peut pas nous boucher les oreilles. Avec ses sorties médiatiques. Je dois les trouver, oui. Il ne peut pas nous boucher les oreilles. La Constitution lui donne ses prérogatives. Pas de changer la Constitution, mais de réviser certaines dispositions constitutionnelles. Pas celles qui sont verrouillées. Pas celles qui sont verrouillées. Il a ses prérogatives. Il n'a qu'à appeler son collège. Écoutez, tes dispositions, j'amène au Parlement. Mais les changements de la Constitution... J.K. l'avait fait, hein? Oui. En 2010. Mais les changements de la Constitution. Mais l'article 69 le lui interdit. Parce que j'entends toujours les gens dire « Oh non, quel est l'article qui interdit les changements de la Constitution ?» Mais on peut le lire. Lisez un peu là. Moi, j'ai discuté avec un autre juriste, hein, l'ancien ministre de l'Intérieur. Comment il s'appelle? Asselo. Oui, il m'a dit j'ai passé beaucoup de temps à chercher la disposition constitutionnelle qui interdit les changements de constitution. Oui, c'est interdit. Je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé. Le changement. Oui, j'ai trouvé.
Oui, allez-y. Lisez pour Acelo. L'article 69. Oui. Très mal lu. Qui dit quoi? Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Oui. Alinéa 2. Il veille au respect de la Constitution. On ne lui a pas dit va manger la Constitution. Il doit respecter la Constitution. Son pouvoir est assis sur la Constitution. On a dit veille à la Constitution. On ne lui a pas dit va manger la Constitution. Mais les prérogatives de changer, de modifier les dispositions constitutionnelles, l'article 218 le lui donne. Même moi, quand je vous ai dit que j'ai élaboré la proposition de loi, mais je vais me baser sur l'article 218, notamment l'alinéa 4. Je vais réunir les signatures. Donc, mais lui ne réunit pas les signatures. L'article que vous venez de lire interdit le changement. La mission pour laquelle le chef de l'État a été élu, c'est de veiller à la Constitution. À l'observance de la Constitution. Oui, de conserver, on dit conserve la Constitution. De respecter la Constitution. Jean-Marie, si moi je respecte ma mère, si moi je respecte ma mère, est-ce que je peux la gifler? Non, mais bon, là, mais comment toi on t'a dit? L'analogie n'est pas la même. Hein? Est-ce que changer ses yeux? Mais on lui a dit de veiller, de conserver. On a dit de conserver. De respecter. Et de respecter. Je jure de respecter. Et de respecter. Puisque son pouvoir émane de cette chambre. La conséquence, c'est laquelle? Si on arrive à changer la Constitution, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux, qui tirent leur légitimité de cette Constitution, tombent. Ils deviennent attaquables. Mais c'est la conséquence. Leur légitimité vient donc on reprend 3-0. Oh, mais on reprend le 3-0. Regardez, nous avons combien de constitutions? Nous, République de Martinique. Ah oui, j'avais suivi... Comment il s'appelle, le professeur qui est en Europe, là, en Belgique? Bob Kabamba. Qui dit si quelqu'un change la Constitution, il s'est fait un coup d'État. Mais oui, il s'est fait un coup d'État. Ah, oui. Puisque la Constitution... Quand on arrête la Constitution, c'est-à-dire on remet en cause les institutions issues de cette Constitution. La première Constitution de la loi fondamentale sur la structure de l'État belge, elle a été désuète. Pourquoi? Puisqu'elle régentait 3 pays. Le Congo belge, le Rwanda et le Burundi. Et comme le Rwanda et le Burundi ont acquis le statut juridique des États indépendants, cette constitution n'avait plus sa valeur. Les Congolais, la loi fondamentale de la structure de l'État belge, promulguée le 19 mai 1960 par le roi de Belge, Baudouin. Et la première constitution des Congolais, c'est celle du 1er août 1964. De Lulabo. Cette constitution n'a pas fait long feu. 2 mois, enfin 2 ans. Non, non, 1 année et quelques mois. Oui, il y a 67, on a fait la constitution de... Non, la nuit du 24 au 25 novembre, le groupe de Mbinza a mis fin à cette constitution. 64-65, au mois de novembre. Mis fin à cette constitution. Il a fallu 3 ans. Et Mobutu a gouverné avec quoi? La loi d'exception. La loi d'exception. C'est comme ça qu'il y avait même la cour de sûreté, où il y a eu des dégâts ici à Sanef et au stade de Martyr. Il a fallu 3 ans, le 24 juin 1967, que Etienne Tshisekedi, Liao, Singaoudjou, Nendaka, tous les groupes d'Embiz qui avaient mis fin à la loi de Lulabour, à la constitution de Lulabour, puissent élaborer ce qu'eux-mêmes ont appelé la constitution des révolutionnaires de 1967. Et cette constitution a été battue en brèche par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Avec 003. Avec 003. Et pendant ce temps, c'était une période transitoire. On n'avait pas la loi fondamentale. Ce qui est arrivé à Mouzé, il est décédé. Et c'est l'une des raisons de la prise d'armes du MLC, du RCD, RCD-KML, RCD-N, avec toutes les autres. Avec la crise de légitimité. La crise de légitimité. Ils n'ont pas reconnu en Joseph Kabila, président de la République. Il a fallu Sun City. De Sun City, on a produit... Donc, d'abord ça, pendant la période de Mobutu, il y a eu 2 constitutions. L'une n'avait jamais été promulguée, issue de la conférence nationale souveraine.
Il y avait un texte de transition là. Texte de transition qui n'a jamais été promulgué, dont les forces politiques et sociales s'est cramponné à la tête Étienne Tshisekedi, et Mobutu avec sa constitution, avec les Vundawe, les Birindoa, les Mungulu Diaka, les Boboliko, les Kengo, tout compagnie. Donc on avait déjà 2 monstres. C'est comme ça que Mouzé est venu mettre fin au cafouillage. Et lorsque ils se sont retrouvés à Sam City, on a produit la constitution de la transition du 4 avril 2003. C'est cette constitution que certains turiféreurs, tambourinaires de l'Union sacrée disent que c'est la constitution qui a été élaborée à l'étranger. C'est cette constitution. Mais c'est un texte de transition. Texte de transition qui n'a pas été référendum, qui n'a pas été promulgué. Qui régentait 1+4. Il a fallu que le Sénat soit là pour qu'on nous mette cette architecture. L'essentiel de la future constitution de la République démocratique du Congo en 24 points. À Singui. Très documenté, hein? Oui, je suis le seul à en avoir. Non. Et je suis le seul. Sois humble. Tu n'en as pas. Sois humble. Même les vieux n'en ont pas. Sur ces plateaux ou bien à travers la République. Je suis le seul. Et il faut que la parole tourne. Et qui a signé? Oui. Marini Bodo. Lambert Mende Omalang. Ah, Lambert Mende aussi. Ça est là. Ah, il était rapporteur du Sénat. Hein? Oui. Olivier Kamitato. Raphaël Oululungi. C'est de ces documents est issue la constitution du 18 février 2006. Ah, c'est important ça, donnez-moi. En 24 points. Donnez-moi ça. L'esprit et la lettre de la constitution. L'essentiel de la future constitution de la RDC en 24 points. Signé par Marini Bodo, président du Sénat, Lambert Mende, rapporteur du Sénat, Olivier Kamitato, président de l'Assemblée nationale, et Raphaël Loulou, que je connais bien, rapporteur de l'Assemblée nationale. Maintenant, quand vous prenez l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo, le changement de la date, c'est au mois de juin 2005. Le changement de la Constitution est dû à un arrêt brusque de la Constitution. Mobutu fait le coup d'État, Mouzé fait la révolution, oui. Et c'est comme ça qu'on a eu les différentes constitutions. Et maintenant, il va y avoir quoi là? Maintenant, s'ils changent la Constitution, ils se font un coup d'État. La conséquence, c'est laquelle? C'est-à-dire, même moi, Pius, je veux me mettre à insulter le chef de l'État, il ne me fera rien. Pourquoi? Il est hors la loi. Il est protégé par la Constitution. Il s'est fait un coup d'État. C'est une institution, le chef de l'État. Mais c'est une institution qui s'est fait un coup d'État, ça ne se justifie pas. Mais si on fait une démarche transitoire. Mais quelle démarche transitoire? Référendum, parce que j'ai vu qu'il y a un député qui a... Encore une baliverne. Qui a déposé... Encore une baliverne. Le référendum, c'est quoi? C'est un appel au peuple de se prononcer sur une norme. Quelle est la norme là? Quelle est la norme? Merci beaucoup. Ici, on change. Ici, on révise les dispositions. Ici, on révise les dispositions. Je vais m'en faire une copie parce que... Ici, on révise les dispositions constitutionnelles dont le chef de l'État, les députés, les sénateurs et tout Congolais qui réunit les 100 000 a ce droit-là de le faire suivant l'article 218. Mais 219 interdit. 219 interdit en cette période. Vous avez suffisamment parlé. J'aimerais reposer la même question à Gauthier avant que celui que vous avez épinglé parle, et vous aussi. La question elle est simple. Qu'est-ce qui est priorité dans le débat national maintenant? Est-ce qu'on parle constitution, ou on parle dialogue, ou on parle la guerre? Merci beaucoup Jean-Marie. Je ne vais pas... La trilogie. Je ne vais pas suivre les chemins de mon ami qui a tout démontré. Il a été très historique. C'est un historien du présent. Félicitations à lui. Mais je pense que déjà les contextes ne s'y prêtent pas. À quoi? Quel contexte? Par les changements, par les révisions, les contextes ne s'y prêtent pas, Jean-Marie. Mais tu as voulu en parler, ouais, c'est ce qui vient d'arriver. Nous sommes en guerre. Et ici, si les budgets de l'État est ici concentré ici pour la guerre, à combien plus forte raison nos esprits et notre attention.
Jean-Marie, déjà mais d'où ça vient alors? S'il vous plaît, la Constitution elle-même, elle interdit déjà, il y a 2 provinces en état de siège. Comment pouvez-vous changer une Constitution, la réviser avec 2 provinces en état de siège? Comment vous voulez qu'on change une Constitution avec 2 provinces entre les mains de l'ennemi? Que feront nos frères de ces coins-là? Vont-ils se reconnaître dans cette nouvelle Constitution, même s'il faut aller au référendum? Comment ils vont arriver là-bas à Goma pour faire voter la Constitution? Qui ira à Goma? Qui ira à Bukavu? Qui ira à Bunaganda? Mais si on récupère Goma avant? Ah, vous pensez? Vous pensez? Non, si on récupérait... Maintenant, si on écoutez, Jean-Marie. récupérait et qu'il n'y a pas l'état de siège, là, on révise quelques dispositions. Là, nous sommes dans les si. Ici, moi, je n'ai pas d'effet. Là, nous sommes dans les si. Ici, nous sommes en guerre. Oui. Maintenant, moi, je vais être très clair et simple, je vais répondre simplement sur cette question. Maintenant, est-ce qu'à ce stade, nous devions aborder des questions qui peuvent unir les Congolais ou diviser? Unir ou diviser? Voilà, cette question divise. Les débats unissent? Il faut unir un débat qui unit, qui crée la cohésion autour des Congolais. Parce que maintenant, l'urgence pour tout Congolais, Jean-Marie, c'est de retrouver notre superficie. L'urgence pour tout Congolais aujourd'hui, Jean-Marie, c'est pour que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais si, ce n'est pas le cas. Certains pensent que l'armée va s'occuper de ces cas le plus rapidement possible. Vous allez peut-être écouter Charles Akinga tout à l'heure, il va dire que on peut le faire. Libre opinion à eux. Mais s'il faut ici faire passer un micro-baladeur, la majorité de l'opinion, Jean-Marie, voudrait que la superficie de la République démocratique du Congo soit rétablie, l'intégrité territoriale soit rétablie, que tout revienne sous l'autorité de l'État, et après on pourra discuter de certaines questions, n'est-ce pas, du pour et les contre. Cette question ne nous unit en rien et ne fait que nous diviser, et ça nous éloigne, n'est-ce pas, ici, de l'objectif. Pourquoi ça a été sulfuré? Donc ici, là, avec dialogue, s'il vous plaît, à la question dialogue ou guerre, oui. C'est pas moi, changement la de constitution. Trilogie. Aujourd'hui, le problème ici, c'est des dialogues, parce que les dialogues englobent tout. Si on va au dialogue, Jean-Marie, on sera autour d'une table entre tous Congolais, que ce soit les Congolais. Mais on dit dialogue avec qui? Parce que, encore une fois, il y a des conditionnalités. On dit voilà, ne viendront à cette table, 1, que les gens qui n'ont pas touché aux armes, 2, les gens qui n'ont pas tué, 3, les gens qui ne sont pas en intelligence avec les Rwandais. C'est là où maintenant, ceux qui mettent toutes ces conditions-là compliquent encore les choses et ils rendent la chose difficile. Mais je me dis, les dialogues, est d'abord purement politique. Nous devons d'abord tous, parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'on puisse reconnaître une opposition militaire quelque part. Même s'il s'agit de l'agression, ils sont des supplétifs de l'armée rwandaise, on le sait, mais il y a nos frères et sœurs qui jouent les rôles du premier plan. Donc ici, il faut les avoir autour d'une table. Ils doivent aussi nous dire pourquoi ils ont accepté de tuer leurs compatriotes. Pourquoi ils ont accepté de quitter pour aller de ces côtés-là. Et ceux qui sont en exil aussi, ils doivent venir nous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'ils reprochent à Kinshasa? Discuter. Et les questions judiciaires ou juridiques seront traitées après. Ceux qui ont tué, ceux qui sont condamnables, même celui qui a tué Jean-Marie, n'est-ce pas, on lui donne quand même en droit, qu'est-ce qu'on dit? Une présomption d'innocence. Oui, on lui donne quand même la parole. On les juge. Qu'il puisse se justifier pour nous dire pourquoi il a tué X ou Y. Mais comment voulez-vous pas, vous ne voulez pas ici vous retrouver autour d'une table avec ceux qui sont de l'autre côté? Et comment vous allez résoudre les problèmes? Comment vous saurez pourquoi ils se sont retrouvés de ces côtés-là? Je pense ici, la réponse elle est simple, les dialogues d'abord, et autour du dialogue nous allons parler guerre, et autour du dialogue nous allons parler d'abord restauration de l'État, restauration de l'intégrité territoriale, et sans menace. Sans menace. Sans menacer les gens. Sans menace. Et à ces moments-là, Jean-Marie, on pourra, n'est-ce pas, d'abord, pendant que nous sommes en train de nous organiser en interne. Mais qui a peur de ce type de dialogue? Qui a peur? Je pense que ceux qui pensent que si les autres reviennent, les Katumbi, les Kabila et les autres, on risque de je sais pas, ils vont perdre leur poste parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, contre les chefs de l'État, ce sont des flatteurs qui sont autour du chef, qui estiment que non, ils sont les tout-puissants aujourd'hui. Kabila, s'il revient avec Katumbi, il risque d'avoir quelques parcelles d'autorité et leur pouvoir sera réduit. Et mais pendant la transition, c'était ça. 1 plus 4, c'est ça. 1 plus 4, je ne sais pas quel schéma qui sera utilisé cette fois-ci. À un moment donné, il faut savoir perdre la petite raison pour gagner la grande raison. Exactement, Jean-Marie. C'est comme c'est là que le chef de l'État doit nous suivre. Nous, là, on lui dit la vérité. Moi, j'aime le président de la République. J'aime ces pays. Vous l'aimez? Je l'aime beaucoup. C'est tout ce que je viens faire ici parce que je n'ai pas l'occasion de le voir. C'est la Première ministre. Jean-Marie, si déjà je me permets de critiquer... S'il vous plaît, Jean-Marie. C'est une personne agréable. Si je me permets de critiquer la gestion
d'une autorité qui On n'a gère la jamais République pensé au club positivement 50. publiquement, c'est tout simplement parce que Charles. je les porte, je veux qu'ils changent sa façon de gérer. Oui. Donc nous ici, nous sommes des observateurs. Quand on voit les côtés positifs, on vient les dire. Tout à l'heure, là, les amis ont parlé des Doudou Famba. Tout à l'heure, j'ai parlé de la CNSS. De la même manière aussi, j'ai parlé des FONAB. Oui, FONAB. Une fois que c'est amélioré, je reviendrai pour dire que c'est amélioré de ces côtés-là. Et c'est ça notre rôle. Je suis au milieu du village. Mais seulement que les flatteurs, ceux qui endurcissent les cœurs du chef de l'État pour lui dire non, Batona Bakolemba, parce que la sanction, le Rwanda, Oui. aujourd'hui nous sommes à 200. Justement, c'est ça que je voulais dire. Il continue, je vais citer Jean-Marie, Oui, allez-y. que les chefs prennent son courage, Oui. qu'ils convoquent les dialogues et qu'on trouve un cadre qui puisse attribuer ça à un médiateur neutre qui pourra faire parvenir tout le monde autour d'une table afin qu'on parle Congo entre Congolais et trouver une solution à la congolaise. Dites-moi, Yves Bouya, vous encadrez facilement et très bien Charles Kankula qui va se défendre. Dites-moi, Gauthier s'est dit, ça traîne à longueur parce que il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait dialogue parce qu'ils vont perdre leurs privilèges et qui sont en train de, comment dire, d'endurcir le cœur de Félix Tshisekedi. Dit non, monsieur le président, il faut qu'on aille avec les drones, avec ceci pour. Mais finalement, qui perd? C'est pas nous. Jean-Marie, vous savez... Bon, entre autres, avant que vous continuez, quelqu'un m'a dit, dites à Yves Bouya, son affaire de MeToo. Qui nous explique ça bien. Expliquez-nous les deux MeToo. Non, mais les deux MeToo, c'est simple, Jean-Marie. Vous avez une puissance comme les États-Unis, Oui. qui veut être avec le Congo et qui veut être avec le Rwanda. C'est ça les deux MeToo. Mais on a vu, on a même accordé à Kagame d'organiser des grandes manifestations là. Oui, c'est ça les deux MeToo. Et c'est nous qui sommes dupes, on ne comprend pas. Et j'ai suivi même le ministre rwandais des Affaires étrangères qui dit, ah ben si vous, l'Union européenne, vous nous sanctionnez, nous on se retire de Mozambique. Ouais. Oui, ils ont un grand contingent. Non, les Mozambique, c'est Et l'armée. l'Union européenne hésite là. Non, Il n'y a, c'est pas que la Mozambique, il y a la Centrafrique, ouais, le Mozambique. Oui. Il y a le Il Centrafrique. y a l'armée rwandaise qui protège les blocs pétroliers Même français. en Somalie aussi. Même en ils sont- Somalie. Même en Somalie. Donc ils sont en train de faire le chantage. Donc je maintenant. vous dis, Deux MeToo, expliquez. je dis ici, que Jean-Marie, Oui. c'est nous qui sommes bêtes en fait. Quand on, pense, On est naïfs. très naïfs. Et quand je vois les gens vous dire ils trompent à lobby, les autres aussi là, Oui. c'est de la mascarade, Jean-Marie Kassamba, c'est de l'escroquerie. Trump fait ses business, fait ses affaires. Vous voyez Jean-Marie Kassamba? Oui. Alors maintenant nous on dit non, un accord de paix signé, un accord d'appui de paix signé, mais où sont les résultats Jean-Marie? Aucun résultat. On oublie même Goma, Bukavu, Bunagana et Rutshuru par ces débats autour du dialogue. On oublie ça. Nous sommes tentés d'oublier que Goma a été sous occupation. Trump avait dit à Zelensky Le que. débat autour de changement, là. Il avait dit à Zelensky, en 24 heures, moi, dès que je suis élu président, je termine cette affaire avec les Russes. Mais il a fini la guerre, Jean-Marie Il a fini la Kassamba. guerre. Trump. Trump a dit, moi j'attaque l'Iran. Regardez la crise Tout s'arrête. entre Israël et l'Iran. Oui. Il n'a pas fini ça. Il n'a rien fini. Mais Avec l'Ukraine, les Israéliens au demandent contraire, pardon avec à l'Ukraine, l'Iran. il a tout pris des Zelensky, mais il exige les élections à Zelensky. Ça doit nous interpeller, Jean-Marie. Signe. Signe, mais il a tout Avec pris. le Russe. Il a tout pris, mais il demande à Zelensky de vous organiser les élections parce que, en prétendant qu'eux sont légalistes. Il a même fait démissionner un homme fort de. C'est ce que j'ai dit. Nous ici, Jean-Marie, on a donné un contrat du siècle à l'administration Trump. Oui. Jamais signé en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria avec les Boko Haram? Oui. Il y a eu des incendies, des ordres. Les États-Unis ont envoyé 200 Marines pour protéger les intérêts américains. Oui. Mais nous ici on sait de tout, notamment la mine de Rubaya, qui est aujourd'hui qui est un centre attractif déjà aux Américains. et d'intérêt. Mais pourquoi est-ce que Même les l'édition de Américains Madonna. traînent avec Nanga, traînent avec Kagame? Et c'est ça les deux MeToo. Donc ils sont avec nous. ça, les deux MeToo, Les deux MeToo, c'est ça. Jean-Marie, ils sont avec nous, ils sont avec les Rwandais. Donc ils viennent ici, ils chuchotent un peu, ils vous tapotent un peu. L'entretien disent au Rwanda, non, on a besoin de vous, vous devez déstabiliser les minéraux, on a besoin de vous. C'est ça les deux MeToo. Et c'est nous qui Et les deux devons MeToo, comprendre c'est cette ça. affaire dans l'accord signé avec les Rwandais la paix. Ils vont aussi
transformer chez eux là-bas. Ils vont transformer chez eux. Des usines là-bas. Donc, nos minéraux Rwandais vont aussi bénéficier de nos Jean-Marie Kassamba. à 10%, nous à 3%. Même les domaines de Mais c'est pas possible. Vous comprenez? Vous racontez les... Non, mais... Vous racontez vraiment... Non, mais c'est pas possible. Moi, je pense c'est pas possible. Nous devons arrêter d'être naïfs. C'est ça les demi-tours. C'est ça les demi-tours. Depuis qu'on a cet accord de paix, rien n'avance jusque-là, j'ai pu dire. Parce que la contrepartie était quoi, Jean-Marie Kassamba? C'était la Résolution 2703. La récupération. 2808. Hein? Ouais, nos territoires qui sont sous occupation rwandaise, bien qu'ils ont congolisé la crise en mettant les Nanga, en mettant les pauvres Willy Goma, et tant d'autres Congolais, c'est un peu ça. Mais depuis qu'on a signé ces accords, Jean-Marie Kassamba, on n'a rien récupéré. On n'a rien récupéré, Jean-Marie Kassamba. C'est juste des promesses, c'est des allers-retours. Et qui gagne dans tout cela? C'est les maestros de Trump, c'est un maestro, un grand frappeur, un maestro qui a fait ses business à lui, qui s'est dit, ah bon, j'ai géré. Vous voulez mettre en difficulté les Chinois? Jean-Marie, pour les Chinois, mais en même temps, lui qui est businessman, il est dans le monde des business, il sait qu'il a ses intérêts à lui, mais les grands deals, c'est plus les Chinois. Donc là, je dis, quand je parle de demi-tour, les demi-tours, c'est que les États-Unis ne veulent pas lâcher les Rwandais, ils sont avec les Rwandais et ils sont avec nous. Donc pour la question... Malgré les sanctions là qu'on a pris pour les 4... l'armée rwandaise... Leur chef d'état-major est sous sanction, non? Ici, les Bochab, Norbert Bassengis ici qui prétend qu'il lorgne au poste de Kagame. Il est sous sanction. Bochab était sous sanction. Les sanctions ont été levées. Où sont ces sanctions? Même l'Union européenne avait sanctionné Kagame pas plus tard qu'hier. Mais lors de la dernière rencontre à Belgique, c'était rendu, je pense, en Europe, à l'espace Schengen, il a parlé, il a discuté. Donc Jean-Marie Kassamba, il était avec Macron. Ils ont parlé nucléaire. C'est de la mascarade, tout ça, c'est de la poudre aux yeux pour nous faire comprendre qu'on fait quelque chose contre les Rwandais. Mais nous, ce qu'on veut, la contrepartie dans cet accord-là, c'est qu'on puisse récupérer les territoires d'occupation, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, avec dialogue, la perte de nos territoires, c'est 25% du budget national. Constitution ou dialogue? Jean-Marie Kassamba. Ici, moi, j'épouse à moitié la réflexion des Gautier. Vous savez, on doit discuter. Les dictats, l'imposition... les préalables. Non, les dictats, les impositions, les préalables ne vont trouver jamais de solution et place pour lutter dans ces pays. On a vécu une crise au niveau du Tchad. Oui. Nous sommes journalistes. Qui était médiateur? Il y a même une rue, hein? Il y a même une rue au nom du président de la République. Oui. Qui était médiateur dans la crise tchadienne? Les rebelles avaient été nommé Premier ministre. Oui. Et les rebelles avaient même attaqué la présidence. Mais qui a milité pour ce consensus? Le président de la République. Ils sont même venus ici. Il a donné des braves conseils aux Tchadiens, ils sont rentrés, et puis après il y a une cohabitation entre les rebelles et les dirigeants. Oui. Et ça même une réconciliation et a abouti à un gouvernement de transition. Et un premier ministre, l'autre premier ministre, c'est celui qui était en rébellion. Mais qui a mené ces discussions, Jean-Marie Kassamba? C'est Félix Tshisekedi, notre président de la République. Il s'est mouillé lui-même, il a dit non, je dois trouver la paix pour les Tchad. Mais pourquoi est-ce que le président de la République ici, au nom de la paix, ne peut pas aussi dire Fayoulou, Katumbi, Sessanga, Matata, vous êtes mes frères, trouvons un consensus dans tout ce qui ronge les pays. Les consensus, Jean-Marie Kassamba, c'est notamment ces problèmes de dialogue. Jean-Marie Kassamba. Moi, je suis offusqué quand je vois la majorité dire on va, Jean-Marie Kassamba. C'est un pays, c'est pas un patrimoine, c'est pas un bien privé, c'est un bien commun. On doit discuter. Oui, vous voulez changer la constitution, mais motiver cela avec toutes les conséquences qu'on puisse venir de les dire ici. Mais il faut motiver. Bon, si vous changez la constitution, ça signifie à un certain niveau que nous repartons à zéro. Ah, tout le monde se représente. Hein? Ah, mais le président de la République commence un nouveau mandat. Oh. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est un débat qui doit être existentiel, Jean-Marie Kassamba. Donc tout le monde... c'est tabou la rase, en fait, tabou la rase. C'est ça. C'est un débat. Bon, vous voulez modifier la Constitution. Parlez-nous des dispositions que vous voulez modifier, Jean-Marie Kassamba. Et mettez en débat. Par exemple, les 1 tour à 2 tours, c'est un débat, Jean-Marie Kassamba.
Les tours à 2 tours. Kabila nous a mené à un tour. Mais nous, on veut le détour, par exemple, pour renforcer la légitimité du président de la République. Oui. C'est très important. Quand c'est le président de la République, on voit, on a vu peut-être ces élections, si Kabila, quand même, qui avait touché la Constitution, il a été élu à moins de 50% au suffrage universel. Légitimité. C'est un problème de légitimité. Donc c'est un débat. Ce débat doit être existentiel. Autant que ce débat doit aussi être existentiel dans l'Union sacrée et pour toutes les forces vives de l'opposition. Moi j'ai vu ici le cas de Bahati. Bahati a tenté de parler. Vous avez vu comment il a été zigouillé? Oui, la furie. Forte pression jusqu'à la furie. Il dit non, les Maradona a dit non, j'ai refuse des problèmes. C'était vraiment violent. Du haut de ses temps, il dit non, je refuse des problèmes. J'ai même vu un des sénateurs qui était à la conférence de presse. Oui. Qui était d'ailleurs ces gens qui ont mis mais là, Jean-Marie Kassamba, c'est grave. Parlons peu, bien et vrai. Oui. Est-ce que vous pensez ce qu'a dit Bahati? Ce n'est pas ce que pensent certains leaders de l'Union sacrée en sourdine. Si, beaucoup. Mais tous ont un même discours. Peut-être ils sont hypocrites envers les présidents de la République. Des grands hypocrites. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On attend que 2028. Tous les mandats avec les présidents de la République, c'était un mandat une seule fois renouvelable. Et beaucoup font des... Beaucoup dans l'Union sacrée, c'est des hypocrites. Ils n'attendent que 2028. Ils font des économies. Mais ils ne veulent pas le dire tout haut. Ils se cachent. Ils se disent non, quand 2028 arrive, Bouya viendra, Gauthier viendra, il y aura une reconfiguration. Est-ce que nous sommes des acquis? Non, pour eux, ils ne veulent pas. Beaucoup mettent de l'argent de côté. Hein. Beaucoup mettent de l'argent de côté. Ils voient Fayou venir, Matata, c'est Sanga. Ils se disent ah, mais on sera comment? C'est un débat existentiel. Alors, moi, ici, Jean-Marc Kassamba, je suggère au président de la République de dire aux Congolais. Finalement. Donc de lever l'option. De lever l'option. De dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils préconisent. Parce que vous voyez comment est-ce que le pays est divisé, Jean-Marie Kassamba. Les questions de l'Est, nous avons presque oublié ça. Chérie, quand vous n'en parlez plus. Il dit chaque jour. Il va nous en parler. Non, l'Est, il n'en parlait plus. Je l'ai vu tout haut, tout bouillant ici sur Bahati. Tout bouillant. Le problème de l'Est ne concerne plus mon ami Charles Quin. Donc lui, là, c'est vraiment la révision constitutionnelle. Que moi, j'appelle au président de la République à la sagesse de Jean-Marie Kassamba. Vous savez, en 2016, Kabila avait fait un très mauvais calcul. Kabila croyait en son temps qu'il allait aussi faire un passage en force avec la même constitution que lui avait promulguée. Comment? Il a vu les microcosmes politiques, il a vu la sphère politique. Il a dit c'est le moment, on part au change. À la différence de Tshisekedi, les pays n'étaient pas presque divisés en deux avec la prise de Goma et de Bukavu. Mais il y avait un moment, vous savez, l'opposition était divisée. On avait l'UDPS qui convolait en os avec l'UDPS, avec les FCC, le dialogue Ibiza-Béniz. Ibiza et tout ça. Vous avez les MLC qui étaient complètement dans une position ambiguë avec la réalisation de Jean-Pierre Bemba. Vous avez Fayoulou qui était dans l'opposition, mais ils ont fait. Et Moïse Katumbi a sauté sur l'occasion. Troisième penalty. Troisième penalty, mais il s'est né dans l'Assemblée nationale, il a mis l'opposition. Mais Jean-Marie Kassamba, Kabila dit non, Kabila avait tout minimisé. C'est comme on minimise tout aujourd'hui. Oui, on dit. Non, on minimise, on va faire les passages en force. Ça va passer. Mais après, il y avait un troisième larron qu'on n'avait pas géré, c'était l'Église catholique. L'Église catholique, dans une opposition très divisée, avait réuni l'opposition, avait mobilisé contre les changements de la Constitution. Et c'est les mêmes recettes d'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba. Presque. C'est une histoire qui se dessine. Non, Jean-Marie, c'est une histoire qui se dessine. Nous avons l'Union sacrée qui se croit, l'UDPS, qui se croit tout permis déjà. Ils se disent, bon, pour nous, on va les faire. Et on tape sur celui qui c'est lui qui va oser, on va les faire. Ça va l'opposition. Kabila, en Vadrouille, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Les gars, des fois qu'il sort, les gens tapent, lancent la géolocalisation. Il est en Zambie. Bon, Katumbi, il est en exil. Vous avez Fayoulou ici, vous avez les gens, une opposition divisée. Et les FCC, non, l'Union sacrée vous dit qu'on peut tout faire. Jean-Marie Kassamba, je pense que ce n'est pas les moments. Les moments aujourd'hui, c'est que ces débats existent. Je suggère au président de la République de convier pour moi une consultation même pour 2 jours. Pour 2 jours? Pour 2 jours. Vous savez comment ça commence, hein? Jean-Marie vient. Non, il appelle pour 2 jours, ça fait 3 mois. Les forces vives. Il dit à l'opposition, Union sacrée, voilà mon esprit, voilà ma demande, c'est quoi vos propositions?
à l'idée d'éviter cette division ici qui s'est vue dans ces pays, Jean-Marie Kassamba. Une division, et tout le monde, Jean-Marie Kassamba, interpelle la constitution à sa façon. On ne sait pas, c'est un changement ou c'est une division, on ne sait absolument rien. Merci beaucoup. Et Gardi va vraiment conclure, parce que j'aimerais que vous soyez beaucoup plus pédagogique par rapport à ce que Charles Leclerc va dire maintenant, parce qu'il a été vraiment, je ne vais pas dire pas harcelé, mais presque torturé. Et par vieux sommet, c'est l'Iran du plateau. Mais il a été vraiment l'homme de la situation. Moi, la question que je vous pose, elle est directe. Elle est vraiment directe. Pourquoi tergiverser pour les dialogues alors que, sur le plan militaire, on n'a pas de victoire? 2. Pourquoi peut-on tout mettre sur les États-Unis alors qu'on sait que les Américains, ils ont toujours ce qu'on appelle les hommes de rendez-vous inachevés. On a rappelé tous les rendez-vous des Américains. C'est le Vietnam, c'est la Libye, c'est la Syrie, c'est l'Irak, aujourd'hui l'Iran, etc. Mais on repose tout sur les Américains. Et un dernier, il vient de le dire, nonobstant la confiance installée, les gens sentent qu'il y a de la division. Le pays est fragilisé. Pourquoi on laisse se détériorer le peu de confiance qui est dans le pays? Pourquoi on attend? Bon, j'aimerais d'abord placer un mot par rapport à ce que Pius a dit ici sur les États-Unis, la guerre. Mais c'est pas ton pays. Non, laisse-le. Laissez-moi parler. Gardez votre silence. Aujourd'hui, à travers le monde, nous connaissons des grandes puissances. Il y a des puissances nucléaires et d'autres qui sont des puissances, mais pas nucléaires. Mais à la tête de toutes ces puissances-là, il y a les États-Unis. Faux. Oui, laissez-moi parler. Il y a les États-Unis, peut-être lui peut dire, non, mais il y a aussi la Russie et la Chine. Peut-être il peut dire ça. Peut-être il peut aller plus loin pour dire, non, mais écoutez, il y a aussi la Corée du Nord. C'est aussi une grande puissance, plus que même les États-Unis. Comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup les oustances expressives, il peut aller jusqu'à plébisciter Kim Jong-un comme étant le plus puissant du monde aujourd'hui. Mais Jean-Marie, les États-Unis d'Amérique, jusqu'à ces jours, restent la plus grande puissance militaire au monde. La plus grande puissance militaire au monde. Mais écoutez, il suffit d'abord de regarder les budgets de la défense des États-Unis. Il n'y a aucun... Attendez, mais soyez calme. Allez-y. Il n'y a aucun pays aujourd'hui... Vous allez la garder. S'il vous plaît. Vous avez votre parole, vous allez la garder. Je vais seulement vous donner quelques indications. Si les États-Unis étaient une grande puissance aussi incontournable, ils auront imposé la démocratie en Libye, imposé la démocratie en Syrie. Ils allaient prendre le Groenland. Imposer la démocratie en Irak. Et ils allaient décimer le leadership iranien et marcher sur Téhéran, instaurer leur diktat. Aujourd'hui, ils demandent aux autres pays de les accompagner pour ouvrir seulement les droits de Dormouz et en même temps demandent aux membres de l'OTAN de les aider pour un cessez-le-feu. Ils ont même demandé à l'Italie, à la France d'aller négocier avec les Iraniens. Donc c'est pas aussi une grande puissance qu'on le pensait. Continuez. Donc elle n'est pas une puissance alors. Les États-Unis ne sont pas une puissance. C'est une puissance, c'est pas la première puissance. Finalement, je ne comprends rien. Moi, j'ai dit que... Alors, c'est quoi? Quel est ce pays-là? C'est qui la première puissance militaire aujourd'hui au monde? C'est qui? L'Iran vient de désillusionner. Attendez, mais répondez-moi un peu à la question. L'Iran vient de désillusionner. Donc l'Iran est la première puissance militaire. L'Iran vient de désillusionner. Ça, c'est un raisonnement les faits sont là. Laissez-moi parler. Les États-Unis, les États-Unis demeurent jusqu'à ces jours la première puissance militaire du monde. C'est vrai que on peut dire beaucoup de choses sur la guerre, Iran, Israël, États-Unis, mais moi, je n'aimerais pas faire ressortir mon côté chrétien sur ce plateau et surtout dans ce débat, mais je me dis que
si l'Israël... Vous doutez de sa chrétienté? L'Israël qui a un service d'intelligence le plus sophistiqué au monde, la Mossad. Le Mossad, pardon. Si l'Israël a toutes les informations sur l'enrichissement du nucléaire iranien, non, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. C'est quoi le problème? Continuez. Mais vous pouvez quand même... Vous distraire, je vous protège. Non, mais moi je ne l'ai pas, je ne l'ai pas fait. Allez-y. Si l'Israël à qui on reconnaît la qualité, la performance de ses services de renseignement à travers le monde, a des informations comme quoi l'Iran était en passe d'obtenir la bombe nucléaire, alors que nous savons très bien que depuis la révolution iranienne en 1979 avec Ali Khamenei, l'objectif principal c'était de faire disparaître l'Israël sur la carte du monde. Ça c'est connu de tout le monde, parce que l'Iran, les mollahs n'ont cessé jamais d'affirmer qu'ils veulent la disparition d'Israël. Voilà pourquoi l'Iran a toujours soutenu les Hezbollah au Liban, a toujours soutenu les Houthis, les Hamas, et un peu partout au monde finance le terrorisme. Ça, c'est un secret de polichinelle. Et si l'Israël était en possession de toutes ces informations-là, en tout cas, je ne vois pas comment il ne pouvait pas mener cette guerre préventive, même si c'est une guerre complexe aujourd'hui. Nous voyons, nous comprenons par rapport à la guerre asymétrique, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, que livre l'Iran, qu'ils avaient mûrement réfléchi comment déstabiliser, embraser le Moyen-Orient et les pays du Golfe Persique. Ils avaient envisagé, ils avaient déjà peaufiné des plans pour taper notamment sur les installations gazières, pétrolières, ainsi de suite. Mais cela n'exclut pas le fait que l'Iran aujourd'hui, s'il s'entête, il sera détruit de manière qu'on n'a jamais vue. Parce que les États-Unis ont tous les moyens qu'il faut, et nous voyons combien d'infrastructures ont été détruites en Iran aujourd'hui. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la parole, continuez, monsieur. Sinon, je vais vous retirer la parole. Allez-y. Bon, alors, c'est un mot que j'ai placé par rapport à ces débats-là. À la toute puissance américaine. À la toute puissance. Oui. C'est vrai que... Elle est relative. Moi, je ne soutiens pas les guerres. Je ne soutiens pas les guerres, mais on observe d'abord ce qui va se passer dans les jours à venir. Alors, je vous ai posé trop. J'aimerais d'abord dire ceci. Moi, je suis toujours par moments ébouriffé de voir la confusion, souvent, que nous journalistes, surtout sur ces plateaux, entretenons autour de cette agression, autour de cette crise, qui n'est pas une crise politique. Parce que, il faut le souligner, c'est une crise sécuritaire née de l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui. Parce que Paul Kagame ne se cache pas d'affirmer pourquoi ces troupes se trouvent sur les sols congolais. Ça, c'est connu de tous. Allez dans le débat. Kagame, laissez-moi parler Jean-Marie Kassamba. Kagame qui s'il vous plaît. Non, vous reprenez les schémas. S'il vous plaît. Moi, je veux que vous repreniez aux questions du débat. On a mis la thématique. Comment le schéma de l'UDPS? Moi, je suis en train de réfléchir. Vous me dites que c'est pas possible. Il faut que je parle. Moi, je réfléchis ici. Allez-y. Ne m'imputez pas de choses. Je ne connais même pas ce schéma-là. Réfléchissez. La crise aujourd'hui, c'est une crise liée à une guerre d'agression. C'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo pour piller nos richesses au motif qu'il y aurait un danger qui constituerait les FDLR, forces négatives, qui n'ont jamais attaqué le Rwanda depuis qu'elles sont là sur notre territoire. Et ça, Kagame le dit partout. Il n'y a que qu'ici,
Parce que même au Rwanda, un tel discours, les discours comme quoi critiquer cette guerre menée contre la RDC, au Rwanda, il n'y a pas un tel débat. C'est seulement chez nous, ici, malgré qu'on a suivi toutes les déclarations rwandaises, mais nous continuons à dire non, 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 écoutez, M. Kagame, vous avez tort, le problème, ce n'est pas vous qui nous agressez, qui tuez nos compatriotes, qui pillez nos richesses. Laissez-moi parler, Jean-Marie Kastama. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez épouser votre non, 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 s'il vous plaît, laissez-moi parler. Allez-y. Vous me perturbez beaucoup alors que je n'ai encore rien dit. Ils ont parlé des changements de la Constitution, beaucoup de choses. Sujet. Non, non, je ne suis pas au sujet. Moi, je suis en train de vous répondre. Je suis hors sujet. Donc, Kagame n'a pas raison. Et ceux qui s'efforcent chaque jour ici à donner raison à Kagame, soutenant que le problème, c'est un problème qui va se régler autour d'une table. Si les Congolais aujourd'hui se retrouvent à Luanda ou à Kinshasa, c'est pas moi, en Afrique du Sud, pour parler, allez, demain, Kagame retire ses troupes. C'est vraiment construire des plans sur la comète. Je ne comprends pas comment nous pouvons arriver jusqu'à réfléchir de cette façon-là. Parce que Paul Kagame n'attend pas cela de cette oreille-là. Il n'est pas là. Si Kagame, malgré des sanctions, malgré la condamnation de l'ONU, des différents pays de la communauté internationale, ne s'est pas encore retiré de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est seulement au terme d'un dialogue des opposants qui ne représentent absolument rien, au terme de ce dialogue-là, qu'il va retirer ses troupes sur le sol congolais? Ça, c'est de l'utopie. Alors, on fait quoi? C'est vraiment de l'utopie. On fait quoi? Moi, je l'ai toujours dit ici, je l'ai dit à maintes reprises. Oui. La question de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo n'a aucun rapport avec les dialogues tant créés ici. Rien. C'est une question qui va se régler militairement ou diplomatiquement. Et aujourd'hui, ça m'étonne de voir des gens ici vouloir remettre en cause les victoires diplomatiques engagées par Kinshasa. Ça m'étonne. Vous avez vu les États-Unis pour la première fois, parce que vous m'avez dit que je suis toujours un homme de première fois, sanctionner l'armée rwandaise. L'armée. Les États-Unis sanctionnaient l'armée rwandaise. Et on veut nous faire croire que ces sanctions-là n'ont pas fait du mal à Kigali. Paul Kagame continue à dormir tranquillement chez lui, alors qu'il avait diligenté une délégation aux États-Unis pour aller supplier les Américains afin que ce pays ne puisse pas voter ces sanctions-là. Nous avons tous suivi l'actualité. Si ces sanctions-là ne contribuaient à rien, il n'aurait pas dépêché directement ces gens aux États-Unis. Donc, moi, je l'ai toujours dit, le dialogue ne pourra résoudre aucun problème, si ce n'est que distribuer des postes aux acteurs politiques. Oui, j'aimerais que Fayoulou et les autres, surtout ces patriotes-là, qui ont toujours condamné les Rwandais, ces patriotes-là, on peut dialoguer avec eux, n'est pas un problème. Mais tous ces gens-là, inféodés, tous ces gens-là qui sont derrière Paul Kagame, qui sont derrière les milices qui naissent de gauche à droite, moi je pense que cette fois-ci, il ne faut pas que ça continue. Alors, question de la révision ou changement de la Constitution. Monsieur, il y a des gens qui doivent parler, est-ce que 5 minutes? Mais la question du changement de la Constitution, je ne vais pas aborder ça. Vous n'avez pas abordé parce que vous avez pris. Non, je place un mot par rapport à cette question. Je place un mot par rapport à cette question. Il est clair que l'article 218 de la Constitution du 18 février 2006 interdit clairement toute révision de la Constitution en temps
dans l'état d'urgence, l'état de guerre, les 118. 218, oui, 218. Non, attendez, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai la constitution ici. 219, oui, je suis d'accord. Donc, aucune constitution, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence, etc. Donc, pour le moment, même Tshisekedi, lorsqu'il avait commencé à aborder cette question, il avait parlé de la réflexion. Ce n'est pas aujourd'hui. Le débat démocratique doit être encouragé. Je ne vois pas comment, dans une démocratie comme celle-ci, on peut interdire aux gens de réfléchir sur des questions du changement ou de révision de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, je termine par là, en France par exemple, en France, si vous suivez Mélenchon, Marie Le Pen, Éric Zemmour, mais ils parlent de la Constitution de la 6e République en France. Ils sont en train de parler de ça. Donc ça veut dire que, non, écoutez, ça veut dire que le débat démocratique, mais monsieur, ne te comporte pas comme un voyou sur ce plateau. Non, ne te comporte pas comme un voyou comme ça. C'est pas toi qui dirige le débat ici. Donc ce débat-là, on est en démocratie. Aujourd'hui, la faiblesse de l'opposition, c'est quoi? Ce n'est même pas le problème de changement ou révision. C'est parce que l'opposition n'arrive pas à mobiliser les gens pour s'opposer à telle ou telle autre initiative. Ils sont forts en créant des rébellions, alors que dans ce pays, on a connu un parti politique qui a fait 37 ans dans l'opposition sans toutefois prendre les armes, et finalement, il est arrivé au pouvoir. Donc, l'opposition doit travailler, et non interdire les débats, notamment sur les changements ou révisions de la Constitution. Merci, voilà. Charles Quint. Mais je vais revenir pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin. L'émission est terminée. Gardez, je vais demander à la rédaction de nous accorder 10 minutes. C'est toi tu as dit quelque chose. Et je vais vous poser cette question beaucoup plus directement, parce que vous avez compris. J'avais voulu d'abord que tout le monde s'exprime, pour qu'on ait ce qu'on appelle la voix médiane, qu'on ait ce qu'on appelle qu'on atterrisse dans une réflexion quand même qui puisse rassurer les gens. Aujourd'hui, allez, je suis direct. On fait la guerre jusqu'au bout, comme il a dit lui. On fait la guerre aux Rwandais, aux rebelles. Voilà. On peut y ajouter aussi de la diplomatie. Ou on dit voilà. On peut se parler, y compris avec ceux qui font la guerre, pour trouver des filles à tout ça. La question est très pertinente, Jean-Marie. Je crois que sur le dialogue, ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai toujours dit, dans un contexte congolais, c'est un mécanisme de gestion. Le Congo n'est pas les États-Unis. Le Congo est une mosaïque. La seule difficulté qu'on a ici, c'est la même difficulté qu'on a dans les débats sur le changement de la Constitution. Jean-Marie, permettez-moi de dire, surtout aux juristes qui en face, le débat sur le changement, la révision de la Constitution est un débat sociologique. Sociologique. La procédure est judiciaire, mais le débat est sociologique. L'une des raisons de la faiblesse de la plupart de ces textes, c'est l'historicité établie par Romain Pius. On a un regard extrêmement juridique et politique. C'est ça notre plus grande faiblesse. La preuve, on engage un débat sur la révision, le changement de la Constitution, alors qu'on a tous ici un élément qui clôt les débats. Les dispositions constitutionnelles au regard de l'état de la situation interdisent. Ne nous permet pas. De facto. Mais on fait quand même le débat. Non, on s'évertue à faire un débat vide de sens. Parce qu'on n'a pas compris en fait que ce débat est un débat sociologique. Pourquoi? Parce que c'est un débat qui touche au contrat social, à la survie de l'État, au bien-être de la population et à la stabilité des institutions sur l'approche politique. C'est ça l'une des faiblesses dans ces débats. Et encore que les gens qui engagent le débat ignorent un élément essentiel dans le jeu politique au niveau international. L'infosphère est devenue le pouvoir. L'infosphère? C'est le pouvoir, Jean-Marie. L'infobésité. Quand on parle par exemple de la guerre avec l'Iran, ce qui fait résister l'Iran, c'est justement l'information, Jean-Marie. La force de l'Iran, c'est l'information. Il contrôle l'information. La plus grande force des États-Unis aussi autrefois, c'était l'information. Ils commençaient par une bataille d'information, créer une forme de dissuasion et imposer peut-être parfois avec un nombre réduit, il y a une force réduite, des bombardements. Ou de bombardements. Et puis c'est fini. Des sanctions, informations. Exactement. Moi, je suis d'accord, contrairement à vous autres, jusqu'à preuve du contraire, les États-Unis est la plus grande puissance. Mais
elle n'est pas pour... Les États-Unis ne laisseront plus pour longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un bascule. L'Iran est un indicateur de la fragilité du pouvoir des États-Unis. Israël, vous posez la question sur Israël. Dans cette guerre avec l'Iran, c'est lui qui a induit Trump, c'est Israël. Pourquoi? J'aime rappeler aux gens. L'économie américaine à 40% est détenue par Israël. Israël est protégé par les États-Unis et Israël peut faire des choses aux États-Unis. Ça, c'est malheureusement le chose que les gens ignorent. La bataille de l'Iran n'est pas la bataille des États-Unis, c'est la bataille d'Israël. Mais regardez le numéro du renseignement américain, il l'a dit en démissionnant. Bien évidemment. Donc on est dans un contexte, il faut comprendre le jeu au niveau international. Maintenant, en quoi l'intégration des États-Unis dans le jeu politique en RDC est intéressante? Jean-Marie, contrairement à ce que la plupart des gens disent ici, depuis toujours, puisque c'est une question existentielle, on a un État qui se faisait la manne sur les richesses congolaises. Le Rwanda. Mais l'une des faiblesses aussi de la politique africaine des États-Unis, c'est que le Rwanda, qui était censé gérer les ressources pour l'intérêt des États-Unis, a servi la Chine. Oui, parce que le Rwanda vendait aux Chinois. Or, les Américains veulent maintenant empêcher les Chinois... Ils se sont réveillés en retard, Jean-Marie. Empêcher les Chinois de monopoliser les matières rares. Ils se sont réveillés en retard, ils se sont rendus compte que le matière stratégique qu'ils négligeaient au niveau de l'Afrique et dans différentes entités du monde a fait de la Chine aujourd'hui, sur le plan d'arsenal, sur le plan arsenal. Je ne pense pas que les États-Unis vont tenir. Non. Technologiquement, aujourd'hui, la Chine, c'est juste que c'est un État pacifique qui ne veut pas entrer dans les considérations militaires. Donc, on est dans un contexte où les États-Unis se sont rendus compte de leurs erreurs et faiblesses politiques. Là où maintenant les soft power intervient, c'est là où la RDC s'est dit, écoute, j'ai ces matières, je peux moi rentrer dans les cercles restreints des États stratégiques comme les Qatar, les Doha et les autres. C'est des États administrativement indépendants, mais militairement dépendants des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que depuis toujours, nous, on est militairement faibles, et ça, c'est pas un secret. Quand on est militairement faible, qu'est-ce qu'on fait? On trouve de voies de compensation. C'est là où il y a l'intelligence dans cette initiative. Mais maintenant, le problème, c'est dans l'entendement, le prisme, Jean-Marie. Quel est l'entendement des États-Unis? Quel est l'entendement de la RDC? J'ai l'impression que c'est là où on ne s'entend pas. Pour les États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut aller faire des concessions, trouver un compromis, restaurer la paix. Nous, on ratifie nos accords, on installe nos intérêts, c'est alors que nous, on va travailler dans le moyen et long terme. Maintenant, dans le contexte politique congolais, on est resté dans cette forme de rwandophobie. Oui, rwandophobie. On veut en finir, en découdre tout de suite. Terminer les Rwandais et puis on va faire un peu l'erreur qu'on a fait avec vous. Un peu l'erreur qu'on a fait avec l'indépendance. Oui. On veut les boukalelo lambalelo. Nous, le fast, l'immédiateté, c'est ça notre problème. Vous voyez, c'est là où il y a peut-être à ajuster dans la stratégie. Et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, à force d'utiliser un langage qui ne passait pas, les États-Unis disent de manière claire. Il faut discuter. Oui. Parce que l'option, c'est trouver un compromis, puisque les faiblesses sont structurelles. Oui. En réalité, il faut qu'on se le dise, les Américains ne veulent pas humilier Kagame comme c'était le cas de Mobutu. Oui, mais exactement pourquoi ils ont appris de leurs erreurs. Non, il n'y a pas de conséquences. Ils ont appris de leurs erreurs, même si, j'aime pas trop en parler, mais le Rwanda, également dans l'intelligence stratégique, s'est protégé. Aujourd'hui, le plus grand investissement étranger au Rwanda, c'est l'Inde, un État du BRICS. Oui. Au cas où il rompait avec les États-Unis, si vous violez les intérêts là-bas, l'Inde interviendra et les États des BRICS par ricochet. Exact. Donc on est dans un contexte où il a compris et il sait qu'aujourd'hui, c'est pas un secret, avec les États-Unis, les rapports passent pas. Mais la force, dans la politique américaine, il y a des structures. Les républicains ont peut-être le pouvoir, mais les démocrates aujourd'hui, le trésor américain est dirigé par un démocrate. Ça reste encore une force essentiels de lobbying qui peuvent influer sur le politique extérieur des États-Unis. C'est ça la difficulté, c'est ce qui fait qu'on répond à la question pourquoi les choses traînent encore, parce que le Rwanda continue à tenir ses voies des lobbying et des diplomaties qui continuent à mettre un peu d'embrayage dans les extensions, je dirais un peu voyous de Trump, parce que si ça dépendait de lui, il pouvait même engager la guerre, mais la force c'est dans les institutions américaines. Donc on est dans un contexte où il y a beaucoup de choses qu'il faudra corriger. Mais alors pourquoi chez nous on traîne à engager ou le dialogue, ou une guerre alors à tout va pour en finir avec les Rwandais? Jean-Marie, l'entendement du dialogue à Kinshasa n'est pas partagé par l'ensemble de la classe politique. Le dialogue tel que nous le connaissons... Les gens ont peur de perdre leur poste. Non, pas, oui, ça c'est naturel. Quand vous avez autour de vous des Mobutistes, chacun pense à demain. Il y a des gens qui se posent la question de savoir, nous on a rompu avec Kabila, on a rompu avec les autres, si jamais ils revenaient au pouvoir, quel serait notre sort? Ça c'est l'habitude, la mauvaise habitude des politiques congolais. Mais dans le fond, l'entendement de Kinshasa c'est quoi? On a bâti notre, j'ai envie de dire, notre archétype politique sur l'idée de rompre définitivement avec la guerre de l'Est. Kinshasa ne veut pas de schéma traditionnel qu'on a l'habitude d'utiliser. On va dialoguer, écoute,
nous ici, il y a ceci, c'est là, qui sont vos parrains? Non, le parrain va intégrer les discussions politiques. Écoute, tout ce que moi je veux pour que je retire mes militaires ici, rassurez-moi ça et ça et ça, et qu'on permettra au Rwanda de continuer à avoir une main sur la politique interne. Ça, Tshisekedi ne veut pas. Tshisekedi n'en veut pas. Mais alors comment il va faire? Exactement. Maintenant, là où vient la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Le premier pas, c'est qu'il s'est dit, puisque au niveau de la sous-région, l'autre semble avoir les pas sur moi, on va ramener les débats au niveau international. C'est comme ça qu'il a fait intégrer les États-Unis d'Amérique, pour deux raisons. Au-delà de sa puissance, mais les États-Unis également est une force de pesanteur sur le Rwanda. C'était le principal parrain du Rwanda. Toucher les parrains pour faire fléchir l'enfant. Je voulais utiliser un terme un peu plus péjoratif. Pour fragiliser l'enfant. Hein. Oui, bon, il est ministre de... Moi, je suis encore journaliste. Moi, je suis encore journaliste. Moi, le code d'éthique et déontologie, surtout que le président est là, peut me sanctionner. Absolument. Donc, on est dans un contexte, voilà la réalité. C'est là où il y a l'intelligence de la stratégie. Maintenant, là où moi je pense que Kinshasa fera œuvre utile, et c'est là où on commence, le fait qu'aujourd'hui, parce que les gens ne le disent pas, je sais pas, c'est pas un secret de polichinelle, il y a déjà un rapport militaire avec les États-Unis d'Amérique. La preuve, si on a repris la bataille aérienne, qui aujourd'hui est pour moi la plus grande bataille dans les guerres, c'est les Américains. Ce sont des Américains. Avec donc les ça veut dire Israéliens. qu'on est dans la logique où on travaille progressivement, petit à petit, pour reprendre un peu, on va dire, l'ascendant et reconstruire une histoire nouvelle dans nos rapports avec les États voisins. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez à Washington, j'en parle en tant que témoin oculaire, il y a eu 4 protocoles d'accord, il y a également le cadre d'intégration économique et régionale. C'est là où maintenant il y a beaucoup de confusion chez les Congolais. C'est dit, le Rwanda va partir. Oui, le monde est un village planétaire. Si le Rwanda en tant qu'État voisin intervenait dans la chaîne des valeurs pour les minerais et que c'est un élément de survie, la meilleure façon de rompre avec la guerre, c'est de ne pas les mettre des côtés. Ça veut dire qu'ils vont s'arrêter aujourd'hui. Quand l'influence américaine finira, ils reviendront faire la guerre par instinct de survie. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il faut finir avec la rwandophobie primaire. Exactement. Il faut finir. Il faut être lucide maintenant. On dit, écoute, c'est un État. Nous, on va organiser pour qu'il n'y ait pas fuite de ressources. Mais puisque vous êtes des États voisins, il est indispensable que nous puissions partager, mais que ces richesses profitent d'abord aux Congolais, puis à vous par la suite. Mais maintenant, la plus grande faiblesse, c'est que dans ces contextes de guerre... Est-ce qu'on a vendu notre patrimoine? La réponse est non. Comme me dit Mouteba et les autres. Non, parce que l'accord prévoit un comité directoire des délégués congolais et rwandais, et l'accord a une durée de 3 ans pour être révisité, et on donne la possibilité. On donne la possibilité. Vous avez lu le chapitre 7. On peut l'annuler. Vous avez lu le chapitre 7 de cet accord. Calmez-vous. Calmez-vous. Non. Calmez-vous. Calmez-vous. Tous nous avons lu. Calmez-toi. Calme-toi. Arrête de raconter ce que tu racontes, c'est des faussetés. Parce que moi j'ai la correction. Il y a un délai d'évaluation de 3 ans et les partis ont le droit de pouvoir se retirer. Si on s'est accordé. Si. Donc le Parlement peut revenir là-dessus. Si le Parlement peut décider de revenir, même pas maintenant après. Je vous dis qu'il y a un délai de 3 ans à chaque fois des révisitations de l'accord. Cette partie peut le retirer. Donc on est dans un contexte où le débat sur la révision de la Constitution, juridiquement, il y a des limites parce que la loi parle déjà. Mais son sens logique, c'est le côté sociologique. Qu'est-ce qu'on veut corriger? Où on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut toucher? Et c'est là où maintenant, moi j'ai l'impression que soit l'opposition tombe dans le jeu du pouvoir, on sème un débat pour vous, parce que regardez, pas pour vous occuper Jean-Marie, on vous posera le même argument, on dit, si aujourd'hui on ne peut pas engager un débat sur la révision de la Constitution parce que vous estimez que ça coûterait énormément et qu'on est en guerre, donc on fera les... Ces principes s'appliquent également aux élections. Oui, on ne fait pas les élections parce qu'il y a la guerre. Non. Merci beaucoup. Oh, monsieur, l'émission est terminée. Puisqu'ils veulent organiser les référendums. Le référendum, c'est une élection qui demande de l'argent. Ça, c'est une fuite en avant. Vous ne pouvez pas prendre le Congolais comme de merdre. Tu t'attaques contre qui? Parce que vous voulez discuter avec une hypothèse. On dit ici, le débat du changement de la Constitution n'est pas prioritaire. Non mais permettez, je vous éclaircis pour que vous réagissez. Ne soyez pas émotionnel. 200. Je vous précise mon point de vue pour que vous répondiez. Je dis ceci. Aujourd'hui, sur l'approche juridique, les débats est clos, les textes le disent, point barre. Maintenant, dans le contexte sociologique, pour qu'on engage un débat sur cette révision-là, pour qu'on juge de la nécessité, faut qu'il y ait une discussion correcte, faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut, faut qu'il y ait des termes, des références. Ce qui n'est pas encore engagé, en fait, c'est un débat aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Même les gens qui l'engagent, même la majorité, surtout la majorité, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'aventurent. Merci beaucoup. L'émission est terminée, s'il vous plaît. Le journal. C'est important, une minute. Le journal, respecte le journal. C'est important, une minute. Qu'est-ce que vous voulez dire? La question ici,
n'est pas sur toutes les autres dispositions. Ça, c'est toi qui le dis, hein? Non, s'il te plaît. Non, mais il est en train de mentir. Il est en train clairement de mentir. La question n'est pas sur les autres dispositions constitutionnelles. La question ici, c'est le troisième mandat. C'est faux. Il est dit. C'est faux. Tshisekedi n'a pas un mandat, il a une mission. Pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la République. King Moulou Maladi, c'est pas pour autant que Kabila devient un troisième mandat. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Alimenter la guerre, c'est Joseph Kabila qui est derrière c'est eux qui sont derrière la FCM. Ça, c'est connu de tous. Qui est derrière la FCM? Tous les rapports de l'ONU l'ont démontré. La loi référendaire. Le référendum, c'est une élection. Monsieur Pius, donc il y aura vous discutez sur quoi? Sur la gesticulation de la majorité. Il n'aura jamais lié aussi longtemps que nous sommes dans l'état de guerre, même si l'état de guerre n'a pas été déclaré, mais c'est un débat. Je voudrais se diviser sur ces points. Oui. Là où je Quand est-ce qu'on va parler de la guerre? être existentiel, oui. Il faut réunir toutes les forces politiques, en discuter pour préserver l'unité, la paix. C'est pas le moment, parce que c'est pas d'ailleurs le moment de le faire. Nous, on propose. Vous avez compris. On va revenir sur la question. Vous avez compris. Merci beaucoup. Moi, je